Au firmament de la télévision, nous aurons toujours Info TV et surtout dans le cadre de votre programme Espace Miné. Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore connectés au canal 6 mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Nous sommes mardi, on parlera de l'entrepreneuriat, l'aspect ayant trait à la digitalisation. Ce matin nous interpellera au plus haut plan et il y aura une interrogation: digitalisation en zone rurale au Cameroun, mythe ou réalité? Quel est le regard synoptique que vous jetez sur cette digitalisation en terre camerounaise, tout ce qui a trait au numérique mais également à Internet? Avez-vous l'impression que nos zones rurales sont effectivement concernées? De toutes les façons, vous serez toujours à nos côtés. On aura toujours cette ferme conviction de servir pour votre plus grand bien. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Théophile Vianney-Billard nous donnera sa balade informationnelle tout à l'heure du côté des kiosques. On aura la température qui prévaut de ce côté. N'oubliez jamais, votre dénonciation vous sera également servie. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Monsieur Privat, bonjour. Bonjour, grand frère parfait. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Comment se porte l'IAI Cameroun? L'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, se porte très bien. Je dis déjà un grand merci à l'homme Kouta de la modération et à son riche panel de me convier aujourd'hui. Nous allons également saluer avec beaucoup de respect le représentant résident de l'IAI Cameroun. Il s'agit de M. Armand Claude Abanda, qui a un travail titanesque dans le domaine du numérique au Cameroun depuis près de 3 décennies. Oui, le représentant résident de l'IAI Cameroun, M. Armand Claude Abanda, qui est nul autre que le titulaire de la chaire UNESCO ACTS Afrique centrale. Tout à fait. Et là-bas, vraiment, c'est vous qui le dites et nous confirmons parce que nous sommes avec lui au quotidien et nous rassurons que tout ce qu'il demande d'implémenter, que nous le fassions de la meilleure façon. Nous, ses employés, ainsi que ces étudiants qui travaillent aussi avec nous de façon conviviale. Je souligne que vous êtes enseignant du côté de l'IAI Cameroun, mais également expert dans le domaine de l'informatique. Oui, avec plusieurs formations, plusieurs certifications, bien évidemment avec la chaire UNESCO ACTS Afrique centrale, où on a pu avoir, grâce à cette vision du représentant résident qui voudrait bien que son personnel soit formé avec l'intelligence artificielle, où on a pu déjà briguer plus de 2 certifications. Donc cela nous permet de toujours nous arrimer au quotidien afin que nos étudiants soient toujours bien servis. Vous savez déjà avec l'émission Initiation à l'informatique, où nous amenons déjà au plus bas niveau, tout un chacun, partout où on peut se trouver, de pouvoir, grâce à Info Télévision, d'avoir accès à certaines formations de l'IAI Cameroun. Merci. Vous transmettrez nos salutations justement au représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda, un homme fort mais extrêmement humble. En face de vous, nous allons accueillir une dame, Marie-Claire Viricel. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Je souligne que vous êtes entre l'Europe et Yaoundé. Tout à fait. Mais vous êtes camerounaise d'origine? Je suis camerounaise d'origine, née au Cameroun, et je suis partie en France à l'âge de 13 ans. Et puis je suis revenue au Cameroun pour me reconnecter un peu avec notre terre. Le retour aux sources. Retour aux sources. Et après 35 ans en Europe, donc... C'était toute une vie en Europe. Toute une vie en Europe, et c'est que, en arrivant ici, j'ai pu tout simplement constater que, bon, dans nos villages, les choses n'avaient pas trop avancé dans les écoles primaires. Et je souligne d'ailleurs que vous êtes la présidente, fondatrice, Sourire et Vivre dans nos villages en Afrique. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Présidente fondatrice de l'association Sourire et Vivre ici au Cameroun, notre antenne locale, et également la fondatrice en France. Donc c'est une association que j'ai créée dans le but de venir en soutien aux populations ici en zone rurale.
Et vous leur apportez quel genre de soutien? Du riz, Alors, du sel, un peu de maquereau? on pourra C'est ce qui nous intéresse. Hein? Oui, nous souhaitons apporter tout ça également, mais en fait, nous accompagnons surtout les structures de santé à renforcer les plateaux techniques en zone rurale, et notamment dans la commune d'Akono, où nous avons pu mettre en place aujourd'hui un centre de rééducation fonctionnelle, dont nous travaillons avec des bénévoles, des jeunes kinés sortis des écoles sans emploi, que nous avons sollicité pour intégrer le projet, et également pour faire bouger un peu ces jeunes qui sont formés et qui n'ont pas des emplois dans ce domaine en particulier. Globalement, êtes-vous satisfait? Avez-vous l'impression que la mayonnaise passe? Oui, ça prend, la mayonnaise prend. Bon, difficilement, mais on essaie de communiquer avec les populations, aussi la commune. Il est vrai qu'il y a certaines difficultés, mais que je pourrais plus exprimer. Tout à fait. Notamment, bon, parce que nous avons 2 projets. Donc, on a le projet de renforcement des plateaux techniques et création de centres de rééducation fonctionnelle en zone rurale. Et le deuxième projet, c'est la digitalisation dans les écoles primaires de village, que nous avons aussi là vu que l'informatique n'était que dans les livres, mais il n'y avait pas la pratique. De toutes les façons, c'est le thème ce matin. On en parlera de long en large. On ira même en profondeur pour interroger, questionner ce volet digital au niveau de nos zones rurales au Cameroun. Viricelle Marie-Claire, merci d'être là ce matin pour la toute première fois sur Espace Miné. Merci. À côté de vous, c'est un expert en entrepreneuriat. Lui, c'est Ibrahim Maxime Julien. Bonjour. Bonjour El Perfecto, bonjour à tous les millions de téléspectateurs, bonjour à tous les copanélistes de ce matin. C'est un plaisir de vous retrouver. La digitalisation en zone rurale, ça vous dit quelque chose? Oui, il faut bien qu'on commence à digitaliser, parce que par Perfecto, j'ai un problème. J'ai eu un problème, c'est que quelquefois dans nos villages, il y a tellement de productions qui pourrissent, tellement de productions qui n'arrivent pas sur des marchés en zone urbaine que si certains avaient l'information ou les plateformes qui leur permettaient d'être informés, je crois que l'économie du Cameroun prendrait une certaine avancée. Et je crois que cette thématique est véritablement intéressante ce matin. Habituellement, nous avons des thématiques intéressantes. Toujours, El Perfecto. Si tu me permets tout de même de donner Je suis très content ce matin parce que... pourquoi? Mon grand-père a fini d'écrire son 2e livre. Ton grand-père écrit encore? Oui, mon grand-père écrit encore. Et tu sais, j'ai pris le temps de relire et de corriger. Je dis ça parce que je veux que les grands-pères des uns et des autres écrivent aussi. Il a écrit son mémoire de vie, Rêve brisé, parce qu'il a été enseignant, il a été étudiant, il a même voulu devenir prêtre, mais ils étaient 2 garçons. On lui a dit que s'il part en Europe, qui va faire les hommes, mais l'héritage, la généalogie, on l'a bloqué ici. Il a essayé de faire plein de choses, on l'a toujours retenu. Et il est resté combatif. Ce qui m'a marqué, Perfecto, il m'a fait parvenir son parchemin pour que je le relise et que je fasse des corrections. J'ai regardé, il a écrit à ses petits-fils, à ses arrière-petits-fils, à ses filles. Il a raconté toute sa vie, ses douleurs, ses leçons, ses apprises. Il nous a enseigné le travail. C'est quoi le travail? C'est quoi un contrat à durée déterminée, indéterminée? Ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut refuser. Un tel héritage, oui, lettre à ma petite fille écoute, lettre à mon petit-fils. Aujourd'hui, c'est un patriarche. Il a eu 16 enfants, 14 filles. 64 petits-fils, 14 arrière-petits-fils, 9 arrière-arrière-petits-fils. Et mon grand-père est encore vivant. Formidable. Et quand j'ai fini de lire ce parchemin, il était meublé de tellement de sagesse sur les relations d'amitié que je me suis dit, si les grands-pères de mes autres panélistes ou de mes autres collègues ou de mes autres voisins pouvaient aussi écrire pour leur héritage. J'ai découvert d'où je sors, du côté de l'Est Cameroun, au moins 5 générations avant. Maintenant, il y a des noms que si j'entends, j'ai dit, ça doit être le petit-fils du frère de mon grand-père. Et là, je fais un peu plus attention. Et ce type de patrimoine, Perfecto, il est en train de disparaître. On est en train d'aller dans une dimension où il y aura les portails sur les portails, où je ne suis pas sûr que mon arrière-petit-fils saura d'où ils sont. C'est vrai. Et pour ça, vraiment, que nos parents, ceux qui ont encore leur grand-père, la chance de l'avoir, qu'ils prennent du temps pour écrire et redonner les sources des enfants. De toutes les façons, lorsque vous nous renseignez sur ce plateau que votre grand-père écrit encore, on comprend pourquoi vous êtes Ibrahim Maxime Julien et si brillant. C'est une transmission séminale. Merci. On accueille notre ami et frère, le DP des Directs Info, Samuel Bonjour. Bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à tous les millions ou milliards de téléspectateurs
cette brillante chaîne de télévision qui nous fascine de plus en plus parce que la qualité de son audimat, le volume de son audience commence déjà peut-être à inquiéter un nombre de concurrents. Mais je pense il y a 4 ans, Samuel, oui, lorsque je disais que la télévision qui monte et qui monte encore, on disait qu'ici c'est un fou. Effectivement, parfois ici, partout où je vais, je reçois des félicitations à vous transmettre. Ça veut dire que les gens nous suivent partout et vous savez tous comment est-ce que ce travail que nous faisons nous amène à travers le Cameroun et même ailleurs, dans les tréfonds. Nous suivons des gens qui nous reconnaissent et qui nous viennent nous saluer et nous disent vraiment on apprécie cette émission et transmettez nos félicitations au sac de modérateurs Pafa ici. Et je félicite également le top management, notamment le patriarche, le grand frère de Denis Vin, qui ne cesse vraiment de croire à ce projet et à donner toute l'impulsion que cela peut avoir. Ils sont parfois cachés dans l'ombre, mais ils travaillent nuit et jour pour que ce résultat soit visible. Effectivement. Maintenant, je profite également pour saluer, vous voyez tout de bleu vêtu, pour saluer les membres de la fondation Table Ouverte, Wakeko, de Madame le ministre Célestine Ketchakoutes, qui a fait des merveilles du côté de Banganté, avec des stades de football offerts au lycée lycée classique de Banganté, lycée technique de Banganté. Vous savez, il y avait les Jeux FENASCO du côté de l'Ouest. Suivez mon regard, ça se jouait à Bafoussam et à Banganté. Et il fallait prêter main forte à l'État, au gouvernement, pour offrir un cadre de jeux et de loisirs assez moderne pour tous ces jeunes qui venaient des 4 coins du Cameroun, des 10 régions du Cameroun. Et Banganté a réussi le pari grâce à cette fondation Table Ouverte Wakeko, qui a d'ailleurs reçu une visite de Madame le ministre de l'Enseignement secondaire, professeur Nalouba Leonga, qui a personnellement décidé de venir saluer les membres de cette fondation pour le travail remarquable qu'elle a découvert sur le terrain. Et samedi dernier, elle était à la fondation et elle a été reçue en grande pompe. Et je crois que désormais, fascinée par les réalisations de la fondation dans le Ndé, elle a décidé d'être membre d'honneur de cette fondation. Nous la félicitons d'ailleurs et nous appelons tous les autres à croire à ce que nous faisons et à mettre la main à la pâte, parce que la fondation Wakeko, c'est quand même 1000 stages de vacances offerts chaque année aux jeunes de Banganté, avec 25 000 francs de primes de stage par enfant. Ça fait 25 millions qui sont donnés comme ça en espèces, sans compter les sacs et les fournitures les fournitures scolaires. Donc je crois que c'est une œuvre de Madame Ketchakoutes. Effectivement, au-delà des membres du gouvernement, il y a des personnes et des personnalités dans ce pays qui mènent des actions, et je salue l'association de la dame qui vient de l'autre côté, de l'outre-mer, pour venir également prêter main forte. Que les élites, les forces vives croient à ces initiatives qui accompagnent le gouvernement et qui doivent véritablement impulser le développement dans l'arrière-pays, parce que quand nous allons là-bas, vraiment, nous touchons la misère du doigt, nous touchons la situation réelle du Cameroun. Merci. Et nous interpellons les pouvoirs publics à porter leur soutien également à ce type d'initiative. Alain Douke reste notre invité permanent. Nous nous disons bonjour. Et c'est avec un plaisir que je le reçois. Ce bonjour, et je l'adresse, je le retourne de même à mes co-discutants déjà installés, et à cette pléthore de téléspectateurs qui se comptent désormais en dizaines de millions, qui sait peut-être en milliards déjà, unités de milliards à travers le monde. Nous sommes là pour leur plaisir et pour les servir, pas comme certains qui décident d'avoir des positions pour se servir. Nous resterons toujours à leur service. À tout cela, nous disons également bonjour. Hein. Bon, si tu veux. On a par moment besoin de tout pour faire le monde. 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Vianney Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve ce jour. Comment tu vas? Ça va aller. Je te le disais hier. Oui, oui. Même lorsque vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête, dites-vous toujours que ça va aller. Bien sûr. Tant qu'on vit, on a espoir. Exact. Il ne faut jamais abandonner. On n'abandonne pas. Il faut rester comme un grand général qui n'abandonne jamais dans un champ de bataille. Et dites-vous toujours que par moments vous apprenez dans l'humilité, de temps en temps dans l'humiliation. Mais à la fin vous atteignez le firmament. Vous en savez quelque chose. Et lorsque je le dis, je vous demande ce que disent les journaux. Les journaux ce matin présentent pas mal d'actualités El Perfecto et nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bien sûr du tri-hebdomadaire La Météo. Ce journal qui parle de promotion de la microbiodiversité des sols, des femmes de la Mefou et Akono outillées sur la fertilisation mycorhizienne. Cette information qui barre la une de ce journal est à retrouver en page 3 et le journal La Météo nous fait savoir que sous la houlette de Babette Elundou et Somba, inspecteur général des services au ministère de l'Environnement et présidente du réseau des organisations féminines de la Mefou et Akono, en abrégé ROFMAC, des dames de ce département de la région du centre ont ces 23 et 24 avril dans l'arrondissement d'Akono reçu une formation théorique et pratique dans le domaine. À retrouver donc cette information ce matin en page 3 du journal La Météo. On s'intéresse à l'accompagnement médiatique du progiciel Aigle. Le Minfopra félicite le groupe La Météo dans une correspondance adressée ce 27 avril au président directeur général Dieudonné Mveng. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé encourage à poursuivre cette dynamique de partenariat institutionnel exemplaire. Info Matin parle de la restructuration du secteur artisanal minier. Le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique traque et démantèle les unités de production illégales dans le Lom et Djerem. Ce 27 avril, dans ce département de la région de l'Est, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, professeur Foukalistus Gentry, a entamé une visite d'évaluation des recommandations et mesures récemment formulées aux opérateurs. C'est en page 3 que le quotidien Info Matin nous permet donc de revenir sur cette restructuration du secteur artisanal minier. Radar Info parle également de cette même information ce matin. Restructuration du secteur minier artisanal semi-mécanisé au Cameroun. Le professeur Foukalistus Gentry impose le sceau de la légalité. Même son de cloche pour la Tribune, le journal de Franck Duclerc Billet, qui reste également dans la région de l'Est ce jour. Restructuration du secteur minier artisanal semi-mécanisé. L'État réaffirme son autorité dans la région de l'Est. Le journal nous le fait savoir de la page 4 à la page 5. Parlons à présent de la coopération Cameroun-Allemagne avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui nous présente ici l'avenir en discussion. De la page 12 à la page 13, cette information est traitée ce matin au journal que gère Marie-Claire Nana. Parti politique en mode de veille. Après le réajustement du calendrier électoral, l'activité a baissé au sein des formations politiques. Et si la fièvre des élections est tombée, les inscriptions sur les listes électorales, la formation des cadres et l'implantation des structures de base meublent tout de même les agendas. C'est un focus qui vous est présenté ce matin de la page 7 à la page 9 du journal Cameroun Tribune. Le journal de Parfait ici est également disponible en kiosque. Il s'agit du journal de Firmament. Ce journal s'intéresse à la politique ce matin et parle du poste de vice-président du Cameroun. Emmanuel Franck Biya serait-il l'homme de la situation? Ce journal s'interroge. À 54 ans, le Magna occupe aux côtés de son géniteur le devant des scènes politiques et diplomatiques. Plus que jamais, il est cité par des sources non officielles pour seconder le chef de l'État dans la gouvernance du pays, alors que le mystère perdu autour de la personnalité qui bénéficierait du décret. Sa nomination à cette haute fonction pourrait redéfinir la configuration politique des institutions à l'heure où le peuple attend le changement. Les avis divergent à son sujet, d'après ce que nous dit donc ce matin le journal Le Firmament. Fondation médicale Nkwa Ferdinand, une institution haut de gamme ouverte aux parents et à la formation des étudiants de la filière santé à l'Institut universitaire La Majestueuse Ndazoa. Information à retrouver également en page 8 et 7 du journal Le Firmament. Le jour nous amène à Yaoundé 6. Hôtel de ville, des désillusions d'un chantier sont présentés en page 3. Près de 500 millions francs CFA engloutis par l'entreprise Cogedi et la fondation reste inachevée au bout de 13 mois. Le constat est fait par le journal d'Aman Mana qui reste donc du côté de Yaoundé 6.
et parle de cet hôtel de ville tout en présentant les désillusions d'un chantier. Charles Ebounet s'est exprimé et le journal Mutation a capté sa réaction. Tout est accompli. L'unique journaliste camerounais accrédité par le Vatican à l'occasion de la première visite papale en Afrique feuillette ses souvenirs et situe la portée du message du Saint-Père, notamment lors de l'étape du Cameroun. Crise anglophone, la nouvelle expression présente l'information une ce matin. Encore des tueries de masse. Dimanche 26 avril 2026, une opération de l'armée camerounaise a visé la localité de Nzerem Nyam dans le département du Ngoketunja, région du nord-ouest. Des sources crédibles mais non officielles parlent de 14 morts parmi les combattants séparatistes présumés, mais aussi parmi les civils réunis pour une fête culturelle. On n'est pas loin d'un autre Ngarbou. Le journal s'exclame en page 3. Le Messager nous amène à l'extrême nord ce matin et présente ici le péril sur le recensement. C'est en page 3 que cette information est présentée au journal de Feu Pius Ndjawe. Nous restons dans le septentrion avec l'œil du Sahel de Guibaï Gatama qui s'intéresse au déficit énergétique Nachigal pour ravitailler le Grand Nord dès 2027. Cette information est à retrouver ce matin dans ce journal Recensement général de la population. La grogne des recenseurs dans l'extrême nord est présentée en page 3 de ce journal. Le Point, ce billet hebdomadaire, s'intéresse au raccordement du réseau interconnecté sud au ring Gaston Elundou et Somba sur le terrain. C'est ce que nous dit Le Point, ce billet hebdomadaire qui parle également de l'après Léon XIV, mœurs et déviance, église catholique, la rédemption. L'Écho s'intéresse à l'IRAD et la SEMRI qui sont désormais main dans la main, une alliance stratégique pour relancer durablement la production risicole. L'Écho d'Ariane Tamou revient donc sur cette coopération ce matin en page 9. L'Impartial s'intéresse à l'affaire Aroye Betou, stop à l'intox, place aux faits. Depuis près de 2 semaines, les réseaux sociaux s'enflamment autour d'une prétendue enquête ordonnée par Ferdinand Gongo contre Emmanuel Aroye Betou. Une lettre circule, le SGPR ne la reconnaît pas, y compris la CONAC. L'heure est à rétablir la vérité, d'après ce que nous dit l'Impartial ce matin. En une, le quotidien nous amène dans le septentrion ce matin et parle de cette modernisation du transport aérien du Cameroun. Un pas de plus vers l'excellence avec la mise en service du centre directeur des opérations d'urgence à l'aéroport international de Garoua. Hier, 27 avril 2026, par le Mintransport Jean-Ernest Massé-Nangale-Bibé, le Cameroun consolide son dispositif de sûreté aérienne et affirme son ambition. Le Pélican parle également de sûreté de l'aviation civile. Garoua se dote d'un centre stratégique. C'est ce que nous dit le journal de Jules Brice Ngaba. En une, AB parle également de cet aéroport de Garoua. Ngale-Bibé structure la modernisation. Information à lire dans ce journal. Même son de cloche pour Panorama News qui s'intéresse au transport aérien. Garoua se dote d'un centre d'urgence pour une meilleure sécurité aérienne. L'information est présentée dans ce journal qui est en kiosque. Et puis l'Écho nous permet de mettre un terme à cette revue de presse. Le journal Écho de la Léquier nous amène dans la Léquier ce matin et parle de l'assainissement des ménages en eau potable. Une réalité désormais possible à Obala. L'information est présentée en une et ce journal nous fait savoir que le maire d'Obala était bel et bien sur le terrain avec les équipes de la CAM-Water pour sensibiliser les populations de cette localité du département de la Léquier. Mesdames, Messieurs, c'est avec le journal de Paul Pouna que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. De votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir. Bonne suite d'émission à vous. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. À tout de suite pour la suite. Et nous repassons à la parole à Alain Douk, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Il porte la dénonciation de ce matin. Il, l'épouse, elle a un enfant. Donc
ce qu'on appelle habituellement mère célibataire, sauf que l'enfant ne vit pas avec elle, elle vit avec son ex. Bien, ils font plutôt bon ménage jusqu'à ce que ressurvienne l'ex, avec qui elle a des contacts, il cause des heures, etc. Ça énerve le monsieur. Et il veut qu'elle arrête de fréquenter, d'avoir toujours des conversations, etc. avec son ex. Il voit ça d'un très mauvais œil. Elle ne va pas arrêter, ça va les mettre en situation de conflictualité. Et un de ces jours, il va même tellement être irrité parce qu'on lui a rapporté, par personne interposée, qu'on les a vus quelque part dans un resto, etc. Il va porter mensuel et finalement, elle va quitter le domicile conjugal pour rentrer chez ses parents. Il y a des parents très remontés contre lui. On lui dit non, quand il va venir pour la reprendre, non, il faut d'abord aller chez toi et tout ça. Tu es brutal, etc. Ils vont lui faire tout un procès. Donc il va donc laisser tomber, il reviendra, il va laisser qu'il y ait une accalmie, il va revenir quelques mois par la suite pour la reprendre. Et là, il constate qu'elle est enceinte. Elle est enceinte et elle lui avoue qu'elle est enceinte de son ex. Alors là, il aime tellement sa compagne qu'il ne sait pas comment gérer ça. Il va d'abord prendre un temps de recul. Il va réfléchir, méditer, qu'est-ce que je fais, etc. Puis il revient quand même la voir et lui dit, bon, il n'y a pas de problème, je te pardonne, ça c'est des choses qui peuvent arriver, mais sauf qu'il faut que tu avortes de cet enfant, puis tu retournes dans ton foyer, il n'y a pas de problème et tout. Et c'est là où ça coince. La femme ne veut pas avorter. Elle ne veut pas avorter. Donc il est là. Mais elle est quand même d'accord à retourner au mariage. Là même, si elle refuse déjà, ça veut dire qu'elle ne veut pas rentrer. Donc il ne sait pas à quel sens se vouer, il demande, tout en dénonçant celui-là qui est allé engrosser sa femme, il demande qu'on l'aide à trouver la bonne astuce pour essayer de récupérer sa femme parce qu'il avoue qu'il est fou amoureux d'elle. Alors, une ou deux petites préoccupations. Hein. Les deux, ils ont déjà un enfant aussi? Non. Non. D'accord. C'est compliqué. Hein. Ces histoires. Il dit qu'il veut qu'elle avorte. Puis elle repart. Donc, si la femme avorte, lui, les choses s'arrangent. Lui, il accepte encore, il la récupère. Oui, il aime trop sa femme. Oh, les histoires des ex, hein. Elles ont gâté nos foyers. Samuel Bonjour, je vous vois très concentré. Vous êtes concerné d'une manière ou d'une autre. Votre réaction? En fait, il s'agit d'une situation sociale qui est assez courante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des femmes ou des sœurs qui ont des enfants de façon un peu précoce. Donc, dans certaines sociétés, c'est même quelque chose d'assez normal que la femme ait d'abord un enfant pour savoir si elle est vraiment... Là, on s'est dit qu'elle a le ventre des enfants. Dans certaines sociétés... C'est un test. Oui. Dans certaines sociétés, il faut passer ce test avant de pouvoir espérer aller en mariage. Mais c'est pour dire que nous avons tous ces cas dans nos sociétés. Maintenant, ça dépend de comment est-ce que ça se gère par la suite. Une artiste nous a souvent, de renom, hein, une femme d'ailleurs, nous a dit qui a bu boira. Bon, mais parfois ça... Un proverbe chinois. Qui a bu boira. Bon, mais c'est pas toujours le cas. C'est vrai que ce n'est pas à exclure. Et c'est le cas qui se présente aujourd'hui avec ce monsieur. Mais je crois qu'il est juste un peu aveuglé par l'amour. Et il faut parfois revenir à la raison. Et la raison doit toujours prévaloir sur l'amour, sur les sentiments. Donc il a affaire à une femme assez, je ne veux pas dire légère, mais elle n'est pas assez mature, elle n'est pas assez construite dans sa relation et même dans son état psychique. Parce que vous ne pouvez pas avoir une relation avec un homme où il veut vous amener vers une relation stable, c'est-à-dire vers le mariage, ou une relation durable, mais que vous soyez encore en train d'aller traîner dans votre passé qui vous a peut-être laissé
des blessures et autres. Donc, Parfois, même ces textes l'avaient chassé. Hein. Voilà. Donc, c'est dire que il y a un manque dans cette relation. Et c'est pour ça qu'il faut le dialogue, il faut beaucoup de profondeur quand on veut s'engager avec une femme, surtout lorsqu'elle a déjà un enfant. Bon, même quand elle n'a pas d'enfant, hein, parce qu'il y a des femmes qui n'ont même pas d'enfant, mais qui continuent à traîner avec leurs ex. Et parfois qui vous apportent même des enfants de leurs ex dans le foyer. Donc, ce n'est pas une stigmatisation des femmes qui ont des enfants, mais c'est dire que les femmes doivent un peu avoir de la hauteur, de la maturité, surtout lorsque on veut construire une famille, on veut construire un foyer. Alors, il y a des principes on ne refuse pas. Alors, parce que vous avez fini de donner ces conseils, oui, le nœud du problème lui reste. Oui, le monsieur demande à la dame d'avorter, la dame ne veut pas. Entre-temps, si la dame avorte, le monsieur, lui, il est encore d'accord à la reprendre comme épouse. Non, le monsieur est un peu... Que doit faire le monsieur? Non, le monsieur, je vous ai dit qu'il est débordé, il s'est laissé déborder par les sentiments plutôt que par la raison. Ce monsieur doit abandonner cette fille parce que cette femme n'est pas sa femme. Elle l'a démontré une fois, elle l'a démontré 2 fois et elle le démontre encore en portant la grossesse et elle le démontre encore en refusant d'enlever cet enfant. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'enlever l'enfant. Il doit juste constater que la femme n'est pas sa femme. Le monsieur peut accepter non cette femme avec cette grossesse. Non, il ne doit même pas accepter cette femme parce que j'ai bien dit que cette femme n'est pas sa femme. S'il s'entête, il aura pire encore. D'accord. Alors, vaut mieux quitter le navire quand il est encore temps. Peut-être que la prochaine étape, ce sera qu'elle ira avec son petit frère. Hein. Private, les choses de notre société. Hein. Le monsieur dit qu'il aime. Au nom de l'amour, certains sont prêts à accepter l'inacceptable. Parfait. Moi, je pense que c'est un dossier qui est assez simple. Il faut juste que le monsieur revienne à la réalité. La femme ne l'aime pas. Elle aime le monsieur avec qui elle continue la relation et avec qui elle accepte de tomber enceinte. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va vraiment tourner. Et puis, la femme, elle se sent bien là où elle est. C'est juste le monsieur qui se gêne et qui se dérange beaucoup à cause des sentiments qui semblent réels. Mais à mon humble avis, il faut qu'il supporte et qu'il voit comment passer à autre chose. Aussi simple que ça. À mon niveau. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas concerné. Hein. Peut-être parce que vous n'avez jamais aimé. C'est vrai qu'on ne conseille pas un amoureux. Un amoureux, il est comme un adepte des églises des réveils. Hein. Et comme les militants de certains partis politiques au Cameroun, j'oublie volontairement le nom de ce parti politique. Bon, parfait. Moi, je pense qu'à ce niveau, ce qui est sûr, c'est que la vie doit continuer. Et la suite risque d'être pire. Il faut qu'il passe sur ça. Il a toute sa vie devant lui et qu'il essaie de voir comment on passe à autre chose. Parce que cet enfant, elle a refusé. C'est déjà un refus. Elle ne veut pas avorter. La solution n'est pas l'avortement. Ça veut dire que la femme lui fait comprendre clairement qu'elle aime son ex. C'est clair. En d'autres termes, il faut pouvoir lire aussi, savoir lire entre les lignes. Ah, l'amour est aveugle. Hein. Et l'homme jusque-là ne comprend rien. Marie-Claire, une fois de plus, les dames sont mises en exergue sur ce plateau, mais pas dans le bon sens. Qui a... On a été victime d'une petite coupure, hein, et Néo a fait ce qu'elle sait faire le plus. Maintenant, à l'aide de notre générateur, on peut poursuivre notre émission. Toutes nos excuses. Alors, Marie-Claire, j'étais en train de vous passer la parole en disant que cette fois-ci, nous avons malheureusement une femme qui est mise en exergue, mais pas dans le bon sens. J'ai une grande sœur qui est... cette dame-là qui défend beaucoup les femmes, elle va encore crier sur moi aujourd'hui. Hein. Alors, que pensez-vous d'abord de la réaction de cette femme? Et maintenant, selon vous, que doit faire le monsieur?
Bon, c'est des situations qui peuvent arriver, mais la dame, moi, je suis une femme et je peux l'entendre parce qu'il peut aussi avoir son refus d'avorter, ça peut être aussi pour une raison médicale, on ne connaît pas toute la situation. Et puis l'avortement a aussi, c'est une épreuve à vivre. Donc que ce soit l'enfant d'un autre, parce qu'elle gardait des sentiments pour lui, je pense que ça doit passer par une discussion. Bon, le monsieur, il doit faire le point, parce qu'il peut tout aussi bien accueillir cet enfant si cette femme, si les deux arrivent à trouver à composer ensemble. Je me dis que vous avez le raisonnement des Blancs. Hein. L'héros vous a vraiment influencé. Vous dites que si j'arrive à s'accorder, le monsieur peut également accueillir cet enfant. Oui, tout à fait. Et puis jouer avec lui de temps en temps à la maison. Bah, l'enfant appartient à tout le monde. L'enfant n'est pas... C'est pas un enfant. On donne l'amour à un enfant. Il faut donner l'amour à un enfant. Maintenant, leur amour aussi est important. Si le monsieur estime que cet enfant, il n'a pas assez d'amour pour lui donner de l'amour tout simplement, même si ce n'est pas son enfant, dans ce cas, je pense qu'il a plus raison de partir et de l'abandonner. C'est pas... Mais qu'est-ce qui peut pousser une dame à réagir de la sorte? C'est-à-dire vous êtes avec un autre homme, vous vivez maritalement, mais vous allez encore retrouver votre ex au point d'avoir l'exploit de tomber encore enceinte. Bah, ça veut dire tout simplement, pour moi, hein, ça veut dire que bon, ils ont quand même eu des liens très très forts et que... Il suffit simplement qu'ils se regardent dans les yeux et c'est reparti. Hein. J'en suis pas certaine. Je pense que c'est une femme, elle n'est pas satisfaite, en fait elle joue un peu sur les deux personnes. Et il y a autre chose derrière. Je me dis que voilà, elle cherche la sécurité avec celui avec qui elle est aujourd'hui, mais elle cherche encore à aller... Ou alors elle cherche la sécurité avec le monsieur avec qui elle vit maritalement, et dehors elle cherche l'amour. La sexualité. Exactement. Non, la sécurité, il y a une pas sécurité. Alors dehors elle cherche la sexualité. Voilà, il y a une sécurité qui est là au milieu, en tout cas c'est mon ressenti. Mais c'est pas du tout normal. Mais ça c'est un jeu dangereux. Oui. En Cameroun on dit que ce sont des jeux cassables. Le mariage c'est la fidélité d'abord. Voilà. Non? Je suis tout à fait d'accord avec vous, hein. C'est la fidélité, mais... C'est un motif de divorce. Hein. Voilà. S'il y avait un titre à donner à cette dénonciation, Marie-Claire, quel serait le titre? Femme infidèle, je vous propose, hein. Femme infidèle, femme légère, femme futile, femme égoïste, femme futile. Femme futile. On peut aussi dire femme sataniste. Ou bien mari aveuglé. Mari aveuglé. Est-ce qu'il n'y a pas l'envoûtement dans ça? Mari envoûté. C'est une fille d'où déjà? Non. Tout simplement. Pas de stigmatisation. Il faut croire au sentiment du mari. Je pense que le mari, il est sincère dans sa démarche affective. Mari abusé. Oui, voilà, plutôt mari abusé. Il y a plusieurs titres. Hein. Oui, voilà. Mari abusé, oui, certainement, j'opte plus pour celui-ci des titres. Oui. On dira donc mari abusé et aveuglé. C'est encore mieux. Encore mieux. Ibrahim, Maxime, Julien, que pensez-vous? Oui. Déjà ce que je fais. Je présume que vous allez être dur. Hein? Non, moi je ne suis pas doux. Bon, c'est vrai que c'est mon confrère qui est en difficulté, c'est aussi un homme. Et effectivement, il y a ce chantre-là qui a dit que l'amour est violent. Ça peut faire très mal au cœur. C'est Garou. Oui, il est en train d'en expérimenter dans sa situation. Mais je voulais qu'il se ressaisisse et qu'il revienne à lui-même. Il semble que ce soit un monsieur sérieux. Monsieur sérieux. On a l'air. Et il est en train de se détruire lui-même en insistant de rester avec cette femme. Il a accepté cette femme avec l'enfant d'un autre, il n'y a pas eu de souci. Ensuite, il n'était pas initialement violent, il est devenu violent. Au point où il a frappé sur sa femme. C'est-à-dire que son identité, il la perd progressivement. Au-delà de la violence, plus on avance, maintenant il devient criminel. Il dit tue-moi cet enfant. Ouais. C'est-à-dire que sa nature de personne bonne est en train de se désaltérer au fur et à mesure qu'il insiste à continuer à rester avec cette femme-là. Et donc pour sa propre vie,
pour son propre bien, moi je lui conseillerais simplement de laisser le temps essayer d'enlever ce qu'il y a dans son cœur. Et puis je crois qu'il y a toujours de meilleur. Il y a aussi une bonne personne. Vous savez, Perfecto, il y a un ami qui m'a dit un jour, il y aura toujours une femme plus belle que ta femme. Il y aura toujours une femme plus douce que ta femme, plus attentive que ta femme, plus intelligente que ta femme. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ta femme, c'est ta femme. Et pour ce cas de figure, je voulais lui dire que cette femme, c'est pas sa femme, c'est la femme de l'autre. Il faut la laisser passer. Oh, Ibrahim Maxime Julien, il est dur, hein, mais certainement réaliste aussi. Alain Douk, nous parlons, nous rions, mais c'est un problème de sentiment. Ce monsieur, il a mal, malgré ce que cette dame a eu à faire comme catastrophe. Il est même encore prêt à l'accueillir. Mais comme a dit Ibrahim, voilà apparemment un bon monsieur, un bon être humain qui est en train de devenir une mauvaise personne. Allons-y. On dit souvent, des gens aiment avec le cœur. Le langage est très symbolique, très imagé, très romantisé, je sais pas moi. Mais je sais que l'air qui régit les sentiments est toujours dans le cerveau. On aime avec le cerveau, les amis. Il y a une aire du cerveau qui administre les sentiments. Tout est administré par le cerveau. Et un homme, donc, doit aimer effectivement avec la rationalité, puisqu'on parle du cerveau. Un homme ne peut pas se laisser aller comme ça. Tu déraisonnes, tu deviens fou. Pour une femme, tu es capable d'accepter tout et n'importe quoi. Non. Ça, quand un homme atteint ce point, il devient un danger, non seulement pour lui, pour la communauté, pour tout le monde. Non, ça c'est, faut pas en arriver là, vraiment. Et il y a des situations qui relèvent de la protection de l'honneur. Non pas seulement son honneur à lui, mais l'honneur même de toute sa famille. C'est quoi le problème? Elle est trop comment? Cette fille ne s'est jamais déconnectée en fait. Est-ce que spirituellement il n'est pas atteint? Vous êtes un spiritualiste. C'est une hypothèse. On n'a pas eu des faits qui indiquent. Elle est fort sérieuse. Mais je vous dis, hein, vraiment, parfois aussi on veut trop faire de l'inflation sur les affaires de, on l'a préparé dans la marmite, comme on dit au quartier. Mais parfois c'est tout simplement que le gars est vraiment fou amoureux. Au point où il ne sait pas se tenir en bride dans ses sentiments. Parfois c'est ça. Il n'y a même pas de mystique à interpeller. Hein? Cette fille ne s'est jamais déconnectée. Celui dont elle est amoureuse, c'est son ex là. Ça fait 2 enfants au compteur. Et il faut se méfier. Quand quelqu'un a déjà fait un enfant avec une femme, c'est quand même un lien sempiternel. Voilà. C'est très profond. Et c'est pour cela qu'on a cet adage qui dit peut-être que vraiment ce genre de personne, il peut faire main basse à tout moment quand il veut. C'est dangereux. Donc il faut vraiment que la femme se réoriente, qu'elle sache qu'il y a d'autres enjeux. J'ai d'autres engagements désormais. Je dois me consacrer totalement à la nouvelle personne avec qui j'ai contracté une relation. Elle, c'est pas le cas. Je pense que tel que lui, il est amoureux d'elle, elle, c'est comme ça qu'elle est amoureuse de l'autre. Donc, et parfois également, vous allez également vous en rendre compte que cet texte qui est là-bas dehors chiffonne également la dame en question. Hein. C'est possible. Maintenant, la dame aussi chiffonne le monsieur qui est à l'intérieur. Parce que, parfait, on a coutume de le dire, il semble que les femmes parfois sont hyper attirées par les hommes qui savent un tout petit peu leur pourrir la vie, je sais pas. Tout à fait. Hein? J'ai d'accord. Les hommes trop bons, ils savent que il y a comme une espèce de révolution mentale là, on ne sait pas trop pourquoi ça fonctionne comme ça, mais trop facile chez eux, c'est pas non plus bon. Donc c'est même le gars chez qui c'est compliqué, c'est là-bas où elle s'accroche. Donc qu'il laisse ça. Si c'est un problème de la dot, puisqu'ils sont mariés quand même traditionnellement et tout, mais si c'est même la dot qu'ils disent merci, que je vous laisse même avec cette affaire et qu'ils changent de cap. Parce que là c'est la mort. Il y a un ami qui m'avait dit, tu sais parfait, par moment une femme lorsqu'elle ne t'aime pas, elle vient chez toi, elle boude pour te faire l'omelette sur le feu de gaz. Ah, bien sûr, mais bien ailleurs, sûr. Elle fait le haricot au feu de bois. Nous allons lire
Quelques messages ce matin. Ce qui est brisé ne se répare pas, toujours. Parfois, il faut avoir le courage de laisser partir. Frère, ouvre bien les yeux. Une relation où il n'y a plus de confiance ni de fidélité est déjà finie. Elle a fait son choix en continuant avec son ex jusqu'à en tomber enceinte. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à sauver dans cette relation. Insister va seulement t'apporter plus de problèmes, de colère et de souffrance. La meilleure décision que tu peux prendre, c'est de laisser cette femme et avancer. Concentre-toi sur toi-même et reconstruis ta vie ailleurs. Elle ne te mérite pas. Quant à elle, la vie va lui enseigner. Elle reviendra, crois-moi, et ne l'accepte pas. C'est Samuel Ngoué à Douala et qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour, Bonjour, bonne émission. Juste pour dire que Eneo couche avec Orange, Joël depuis Nkolda. Ça veut dire quoi ça? Incroyable. Un autre message ce mardi matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour Perfecto, le meilleur du métier. J'apprécie beaucoup votre édification et l'information dont nous recevons ici en temps réel. Perfecto, lorsque 9h40 arrive, j'ai l'impression comme si quelque chose me manque. Il me faut la chose. Eh bien, cette chose qui me manque, c'est Espace Miné d'Info TV. C'est Nasser Njoya depuis la Turquie. Merci Nasser. Un autre message ce jour. Alors, nous prenons celui-ci. Quelqu'un dit là. Alors, quelques petits soucis avec mon téléphone dernière génération. Il va me faire les choses de la dame de la dénonciation. Alors, on va tout faire pour prendre ces autres messages. Bonjour, moi c'est Bekono David Martial. En ce qui concerne ce genre de problème, nous devons comprendre que nul ne peut épouser la femme d'autrui ou l'homme d'autrui. Et déjà, si c'est la femme qui quitte l'homme, en première, l'homme doit automatiquement comprendre qu'elle n'est pas destinée pour lui. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur. Bonjour, le Phénix. Si ce gars était mon frère, je vendais quoi? Pour acheter un port long châssis Djibril N'Djamena. Djibril, je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Alors, prenons peut-être 3 dernières contributions. Bonjour, Monsieur Parfait, ici. Je ne sais pas si on a attaché le gars là, dans cette relation. Cette fille n'est pas sa femme. On dit toujours, les hommes ou les femmes aiment les gens qui les torturent. De plus en plus, je partage cette thèse, Mais je n'en fais pas partie. Moi, je n'aime pas les gens qui me torturent. Voilà, il faut qu'il y ait quand même un peu de Moi non plus. Je n'aime pas les gens qui me torturent. Non, il ne faut pas que les filles comprennent qu'ils doivent torturer les Voilà, effectivement. C'est beaucoup plus l'inverse. Non, moi, Les femmes adorent beaucoup plus les hommes qui les torturent un peu. Voilà. Lorsque vous montrez à une femme que vous êtes très Trop responsable, amoureux. trop sérieux, trop amoureux, hyper indulgent, compréhensif, J'ai lu sur la regarde des papiers de la psychologue, femme de commence psychologue. plutôt à te pourrir la vie. Effectivement. Mais lorsque vous, de temps en temps vous êtes bizarre, c'est là où la femme est le cœur. Mais perfectement, pas les gens vont devenir Moi, bizarres aussi. moi, je te le dis, moi je ne suis pas dans l'histoire des livres. Va réfléchir. J'ai lu quelques papiers de psychologues sur le sujet. Alors, on ne peut pas, notamment s'il faut parler un peu. Faut pas généraliser. Mais c'est savamment dosé. Marie-Claire dit, il ne faut pas généraliser. Non, Marie-Claire, vous n'aimez pas les gens qui vous torturent un peu? Non. Non, l'homme étant le chef, l'homme étant le chef, c'est tout à fait normal qu'il puisse tenir les manettes. Donc de temps en temps, il faut jouer sur la torture et la douceur. On commence à jouer sur la torture et la douceur. Un chef qui n'est pas craint doit également C'est comme ça, parfait. aimer craindre en même temps. Il faut savoir. Je suis la chose, que la chose s'éloigne. Un artiste même l'avait chanté. L'amour c'est comme ça. Celui que tu aimes ne t'aime pas. L'amour c'est comme ça. Là on te tape, c'est là que toi tu fuis. Voilà. Et quelqu'un me disait
dirait que l'amour est comme de l'ombre. Vous voyez, quand vous allez comme ça, l'ombre, lorsque vous regardez l'ombre vous suit. On fait beaucoup plus sur le clou qui entre, qui pénètre. Voilà, c'est pour dire C'est-à-dire, que si vous êtes tout droit, vous aurez toujours des coups. Ça, c'est vrai. On laisse qui me venait une fois que le... Bonjour le vice-président de la modération. Et relativement à l'histoire du jour, je proposerai le titre suivant, Double G. Julius depuis Berthois. Non, ce n'est même pas un double G. Hein. On avait trouvé un titre ici. Oui. Marie... Femme futile. Abusé. Non, Marie abusée, aveuglée. Voilà. il y a même la rime. Celui-là va mieux. Alors, un autre message. Hein. C'est une pluie de messages comme d'habitude, mais nous sommes perturbés par cette connexion. Hein. Alors, c'est un message qui vient du plus 33, c'est la France. Le grand neuf de la modération, bonjour. Et à ton plateau, s'il te plaît, perfecto, que la dame sur le plateau garde simplement son silence. Car elle-même du côté de la diaspora, ça ne passe pas. Et que le monsieur rompe rapidement la relation en se séparant de cette dame. Sinon, il y aura celui que des enfants de l'ex chaque fois qu'il aura un souci dans son couple. La dame ira se calmer dans les bras de l'ex alors qu'il serre le cœur et se sépare de la dame. Point final. Bonjour, monsieur Aïssi, moi c'est César, d'IDEA. On ne pardonne pas l'infidélité de la femme. La femme est comme le serpent. Je dirais même, c'est son cousin. Ok. Les femmes vous ont fait quoi? Bon, il ne faut pas aussi trop généraliser. Hein. Il y a quand même aussi encore des bonnes femmes. Il y a encore des femmes fidèles. Il y a encore des femmes qui respectent leur compagne ou alors leur mari. Ne prenez pas aussi toutes les femmes. Vous mettez dans le même panier et vous dites c'est parti, top pour la Sanaga. À tout de suite pour la suite. Bienvenue à la Minute Santé du côté de chez Plante de Vie. Vous avez les problèmes de taille, vous avez les problèmes qui sont énormes, vous êtes frustré tout le temps. Aujourd'hui, Plante de Vie a mis sur pied le produit Open Sex qui fait ses merveilles, qui continue d'apporter la joie, de donner la joie au couple. Les messieurs là qui ont les problèmes de petite taille, de micro-pénis, Plante de Vie a pensé à ces messieurs-là en mettant sur pied le produit appelé Open Sex. Open Sex, c'est un produit qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital de manière naturelle, et ceci c'est sans effet secondaire parce que le produit il est 100% naturel, sans effet secondaire. Alors toi le monsieur qui a une taille qui ne te convient pas, tu es gêné de par la taille de ton appareil génital parce que tu as souvent ces petits moqueries autour de toi quand on dit que non, en bas là c'est petit. Cher monsieur, n'est plus ces contraintes là, n'est plus ce complexe là. Viens du côté de chez Plante de Vie bénéficier de ton produit Open Sex. Le produit Open Sex vient sur deux formats. Nous avons le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation, et nous avons le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Le produit vient sur deux. Il y a une partie pour appliquer sur le pénis et une partie pour boire. Le produit Open Sex ne concerne pas que les hommes, ça concerne aussi les femmes, celles des femmes-là qui ont une petite poitrine ou bien un postérieur qui ne les arrange pas. Alors, chères dames, ne partez plus utiliser des produits qui vont vous rendre davantage malade, ne partez plus utiliser des produits qui vont vous pourrir le corps. Venez prendre le produit Open Sex qui est 100% naturel. Les contacts s'affichent. Contactez Plante de Vie pour pouvoir bénéficier de tous les traitements à moindre coût.
Voilà ce qui a été relevé en offre, hein. Que d'expérience, que d'aventures et mésaventures. Mais ce qui est important pour vous en ce moment, c'est cette digitalisation que nous questionnons ce matin au niveau de nos zones rurales au Cameroun. Avez-vous l'impression que la digitalisation est une réalité ou alors un mythe au niveau de l'espace rural dans notre pays? Comme d'habitude, je vais d'abord passer la parole à Ibrahim Maxime Julien qui va nous planter le décor. Alors, merci Perfecto pour la parole donnée. Digitalisation dans l'espace rural au Cameroun, mythe aux réalités. L'enjeu est purement stratégique. Hein. L'enjeu est purement stratégique parce que on peut dire qu'au Cameroun, on a des zones urbaines, on a des zones rurales. Et la plupart des flux commerciaux se déroulent dans les zones urbaines. Sauf que, puisque dans les zones urbaines comme Douala, comme Yaoundé et puis les autres régions avec leur centre commercial, ce sont généralement des entrepreneurs qui font du commerce, c'est-à-dire qui vendent ce qu'on a reçu de notre pays. Or, on a quelquefois la possibilité dans nos villages de produire véritablement en quantité. Sauf que on ne sait pas trop ce qui se passe au village, on n'est pas connecté avec le village. Et le fait qu'on ne soit pas connecté avec le village fait en sorte que même des compatriotes qui ont un cœur pour le Cameroun ne savent pas qu'ils peuvent tirer beaucoup plus d'avantages en allant vers l'économie rurale que l'économie urbaine qui vient des pays étrangers. Dans cet ordre des choses, l'un des outils, vous avez dit, l'information c'est le pouvoir. S'il n'y a pas la possibilité d'avoir l'information que telle chose est disponible dans un village, ça devient un réel problème. Et quand on pose cette thématique, la digitalisation de l'espace rural, c'est pas parce que on vient la déposer, elle est sur la table depuis fort longtemps. Mais on s'est rendu compte que peut-être que les gens confondent véritablement la digitalisation au fait qu'au village, il y a déjà mobile money, orange money, au fait qu'au village, il y a déjà grand-père et grand-mère qui ont le téléphone, au fait qu'au village, bon, il y a quand même un ordinateur à la mairie, c'est pas ça la digitalisation. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? C'est une réalité naissante, mais qui peut devenir un mythe si un ensemble de choses n'est pas exactement développé. Et aujourd'hui, en réalité, la digitalisation va au-delà de la simple question informatique. Parce que pour qu'il y ait une digitalisation qui puisse avoir une incidence économique, il faut forcément qu'il y ait un ensemble de paramètres. Lorsque vous considérez, oui, il y a l'agence d'électrification rurale qui a été créée, ça fait peut-être moins 18, 15 ans, 20 ans par là, mais jusqu'à aujourd'hui, on est à 26% de couverture d'électricité dans les zones rurales. Quelle digitalisation attend-on lorsqu'il n'y aura pas d'énergie? Est-ce qu'on est sérieux là? C'est une question que je pose. C'est quand même 41,1% de la population qu'on retrouve à l'heure actuelle dans les zones rurales. Et ces personnes-là ont également un potentiel économique. Ils ont le potentiel de la production et je crois qu'il faut véritablement mettre un arsenal pour que la digitalisation puisse être beaucoup plus prononcée. Mais cette digitalisation, Perfecto, rencontre également plein de problèmes. Un, il n'y a pas d'électricité pour que ça se passe. Deux, il n'y a pas vraiment de connexion qui soit stable. Parfois, tu veux appeler ton oncle qui dit qu'il doit monter sur une colline pour avoir le réseau. Et c'est quelle histoire ça? Comment est-ce qu'on va digitaliser une sphère où il n'y a pas véritablement de stabilité de connexion Internet? Or, moi, je sais que les experts ou les agences qui travaillent là-dessus ont la possibilité de créer des réseaux communautaires. Peut-être que l'informaticien nous en dira plus, mais on peut créer des réseaux communautaires où on stabilise une certaine connexion Internet. Il n'y a pas ça. Deux, Perfecto, les gens au village n'ont pas la culture du numérique. Par exemple, tu vas dire, oui, il y a les téléphones, mais il y a quel type de téléphone, Perfecto? Il y a Toronko qui fait Orange Money. Est-ce que vraiment c'est un smartphone qui permet à un papa au village de faire une vraie photo de son champ, une vraie vidéo de son champ, de faire des contenus pour dire que ok, voilà les contenus qu'il y a ici à Konolinga, qu'il y a là-bas à Doumentan, qu'il y a là-bas à Bokomto. Est-ce qu'il y a effectivement cette culture-là? Au village, on estime par exemple que le téléphone coûte trop cher. La connexion coûte trop cher. Ça veut dire qu'on peut négocier avec les agences qui donnent la connexion Internet afin qu'ils puissent mettre un forfait pour la connexion Internet dans les villages. Moi, je n'oublierai jamais lorsque j'étais à l'Eskrem Nord, encore étudiant, il y avait ce qu'on appelait le forfait Wala. Wala veut dire en foudé, il n'y a pas.
C'est-à-dire que mes frères musulmans disaient que tu es des voilà, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Et tellement ils disaient qu'il n'y a pas l'argent que pour que Orange puisse insérer là-bas, ils ont créé le forfait voilà, où avec 100 francs, tu pouvais appeler 1500 francs le crédit, ou même 2 heures. Et c'est comme ça que les coups de fil ont commencé à avoir lieu. Si la population rurale estime qu'elle a fait un champ, elle a gagné qu'à peine 50 000, tu viens de dire que le téléphone, s'il a c'est 250 000, elle ne va jamais acheter ça. Pas du tout. Et tu vas dire que la connexion Internet, à peine tu as lancé un coup de fil, tout est fini, elle ne va jamais supporter ça. Donc ce blocage va faire en sorte que les choses n'avancent pas. Et même lorsqu'on veut mettre sur pied une équipe informatique, Dieu merci, il y a l'association de la dame qui a commencé à faire des choses dans les villages, mais il y a un manque de suivi. Quelquefois, tu arrives dans une commune, tu vois effectivement quelques ordinateurs dans une salle, mais tu me dis, ah, mais on ne sait même pas comment on entretient ça. Et puis encore, on n'a pas élaboré un modèle économique pour qu'on parvienne à produire de l'argent qui puisse assurer la propre maintenance du matériel. Et cette philosophie-là, cette dynamique-là ne permet pas de faire une véritable digitalisation. Donc la digitalisation qui est dans les zones rurales, c'est une digitalisation naissante, mais ce n'est pas une digitalisation au point économique. Sur le plan structurel, au point où on peut se connecter en ville, savoir qu'au voilà la plateforme des producteurs d'Akonolinga, là-bas il y a telle quantité de manioc actuellement, telle quantité de maïs, telle quantité de cacao, et passer une commande. Ça n'existe pas. Très bien. Merci Ibrahim pour ce décor que vous avez si brillamment planté. On aurait dû commencer par là, mais il n'est jamais trop tard. Je vais passer la parole à l'expert en informatique pour qu'il nous définisse déjà ce qu'on entend par digitalisation, parce qu'on peut penser que c'est banal, que nous sommes au même niveau d'information, mais il peut y avoir quelques malentendus, entre guillemets. Donc, alors, en des mots simples, qu'entend-on par digitalisation? Alors, merci Perfecto pour cette thématique qui me va droit au cœur parce que c'est une thématique qui va permettre à ce qu'on puisse penser à nos personnes qui vivent dans des zones rurales. Alors, s'il fallait définir de façon simple la digitalisation, c'est tout simplement le fait d'impliquer les technologies numériques dans nos activités au quotidien de façon simple. C'est-à-dire à plusieurs niveaux qu'on puisse utiliser ces différentes technologies de l'information et de la communication. Alors, ma première question, si je devrais poser, est celle de savoir est-ce que ces technologies sont réparties de façon équitable en campagne comme en ville? C'est justement ça la question. C'est à partir de là qu'on va devoir c'est clair, tout à fait. Élucider. Alors, et partant de là, on verra que si même déjà en ville, il y a des coupures tempestives à tout moment, bon, suivez mon regard. Alors, ce qui fait donc que au village, c'est de la cata. Ça fait que même un papa à qui son fils a offert un ordinateur, vu qu'il n'y a pas d'énergie électrique. En ville, parfois, on se rend compte qu'il y a eu coupure, parfois ça fait un jour, quelques heures, mais parfois au village, c'est l'oubli. Pour des villages qui comprennent... Quand j'étais étudiant, il y a peut-être 10 ans de cela, il y a une ville, une école universitaire qui a fait 21 jours dans le noir. Il n'y avait pas d'électricité. 21 jours. C'est une très bonne thématique et justement, vous verrez qu'il y a certains villages qui s'arrangent à avoir des postes communautaires. Mais justement... C'est quoi un poste communautaire? Dans des communes, il y a certaines communes au Cameroun, dans certains villages, qui s'arrangent à avoir un certain cyber. Ce sont des cyber. Donc au village, on essaie de transposer un peu la même chose au village. Donc il y a quelques ordinateurs. Si quelqu'un va aller faire une saisie, vous pouvez partir. Mais généralement, il y a toujours ce problème de suivi. Parce que je me rappelle, le représentant résident... L'IA Cameroun, M. Amanko Dabanda, a déjà offert tellement d'ordinateurs. Je me rappelle, dans plusieurs formations, c'est-à-dire on va quelque part pour former des personnes, et les ordinateurs qu'on a utilisés sur place, le représentant résident les répartit dans... On dit, bon, il y a combien de lycées ici? On envoie tel nombre d'ordinateurs dans tel lycée. Il les laisse gratuitement. Il les laisse gratuitement. Oui, voilà. Je me rappelle ici, une fois, on était formé à Bipindi. Voilà, Bipindi, dans un village à Bipindi. C'est dans l'océan. Voilà. Donc, arrivé là-bas, on est déjà à Bipindi. On s'assoit avec le monsieur qui nous a emmenés. Voilà, on prend un petit repas. Et c'est en ce moment qu'il nous fait comprendre que là où nous sommes en train de partir, c'est pour 3 semaines. Donc, si vous avez quelques messages
à laisser à vos familles. Je pense que c'est ici, parce que là-bas, il n'y a pas d'électricité. Vous êtes coupé du reste du monde. Nous sommes coupés. On a fait 3 semaines là-bas. Sur les 3 semaines, comment est-ce qu'on faisait pour travailler? Il y a un système solaire qui a été mis sur place là-bas, mais vous avez de l'électricité. Voilà, il n'y a pas de réseau Internet. Donc, il faudrait justement, parce que même si on met déjà de l'électricité, si Internet n'arrive pas, on ne pouvait ni appeler, ni recevoir un simple SMS. Dieu merci, il y a une gendarmerie là-bas. Le commandant de brigade avait mis à notre disposition sa moto. Donc, de telle sorte que si on a une urgence, on peut facilement aller dans la zone. 40, quelque chose comme 40 km, et la route était énorme. Catastrophique. Donc on faisait souvent déjà, après chaque une semaine, on arrivait là où il y a le semblant de réseau, parce que à ce niveau, ça arrive ici, et puis on veut dire non, placez, il y a un endroit, Enfin, et puis c'était réel, le représentant ne comprenait pas comment est-ce qu'on a pu tenir, mais bon, nous sommes toujours... donc, je pense que c'est une très, très bonne thématique, parce que la première des choses, est-ce que la répartition, elle est pareille? Il y a beaucoup d'enfants qui veulent étudier. Quand vous arrivez dans une zone rurale pour, par exemple, former, parce que, en quelque sorte, s'il faut déjà que je commence à répondre, je vais dire que c'est une digitalisation embryonnaire. Oui, embryonnaire. Je me rappelle, j'avais fait un CS en 3e, la première fois que je vois l'ordinateur, c'était là-bas. Comment on faisait le cours? On nous montrait, on voyait ça par image, voilà. Et puis, quelques temps après, l'enseignant, il nous montrait, voici ça. Mais parce qu'il n'y a pas d'énergie, on ne peut pas brancher pour voir à quoi ça ressemble. Mais on avait quand même un vieux ordinateur, c'était pour lui-même. Un vieux desktop. Voilà, un vieux desktop, c'était des Vous montrez quelques pièces. Il démontait tout ça, mais on ne comprenait pas comment est-ce que ça devrait fonctionner. Bon, nous qui avons fait un tour en ville, on se rendait compte que voilà comment est-ce que ça se passe, mais en réalité, c'était vraiment en quelque sorte de l'utopie. Parce que là, on nous montre quelque chose, mais on ne parvient pas à voir quelle est la réelle chose qu'on doit montrer. Parce qu'un enfant doit être en mesure d'ouvrir l'ordinateur, de pratiquer, voir comment Windows démarra de Windows, et puis voir ce qu'il y a lieu de faire. Je me rappelle, cette année, j'avais échoué le BPC, et l'année qui suivait, j'avais fréquenté au lycée classique et moderne de Mormaka, où il y avait un parc informatique, et c'est à partir de là que j'ai aimé l'informatique, parce que la salle était connectée. Et moi, ce que je faisais, c'est que pendant les pauses, moi, je partais toujours crêter les épreuves. Je crête une épreuve de mathématiques de France. Je m'amusais plutôt. Je crête celle du Gabon, je crête celle du Cameroun, mais rencontre mais celle du Cameroun est même plus coriace que celle de. Et c'est à partir de là. Donc, du coup, moi, je pense que si ces technologies numériques sont déjà réparties de façon équitable, à partir de là, on verra si on peut pas de digitalisation dans des zones rurales. Merci, Private, pour ce regard d'expert. On passe la parole à Marie-Claire Viricel. On connaît que vous êtes très active dans le domaine. Vous voulez apporter du sourire dans nos villages, y compris également sur le plan de la digitalisation. Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Qu'est-ce que j'entends ici par risque? Dans nos établissements scolaires, en ce moment, il y a bien des cours d'informatique qui sont inscrits et à l'examen, on vous interroge. Mais si vous êtes dans des villages où vous n'avez pas justement la pratique de ces cours, est-ce que ce n'est pas une affaire de 2 poids 2 mesures? Merci déjà de me permettre de m'exprimer. C'est ce que moi j'ai pu constater, parce que c'est un projet que j'ai écrit moi-même, ne connaissant pas trop tout l'environnement éducatif. Je me suis basée sur la seule école que je connaissais, l'école du village de maman. Bon, de ce que moi j'ai imaginé, je me suis dit, ils font des cours informatiques, mais il n'y a pas d'ordinateur. Donc déjà c'était une incompréhension pour moi. Voilà, c'était une incompréhension pour moi. Et c'est à partir de là que j'ai écrit ce projet où je souhaitais qu'on puisse permettre aux enfants d'avoir ces ordinateurs, d'avoir l'électricité dans l'école, de réhabiliter l'école, parce que c'est bien d'avoir des ordinateurs, mais il faut construire un environnement.
Et ce projet qui consiste à réhabiliter l'ensemble de l'école primaire, aménager une classe informatique, fournir les ordinateurs, former les enseignants à l'utilisation de ces ordinateurs et en même temps apporter une solution, une solution avec un logiciel éducatif, pédagogique et interactif sans connexion Internet qui permet aux enfants justement de pouvoir faire l'Internet, de pouvoir utiliser, ça, c'est une révolution, là. De pouvoir utiliser les ordinateurs à partir de la CIL jusqu'au cours moyen. L'Internet est incorporé. Il n'y a pas d'Internet, c'est sans connexion Internet. C'est une solution sans connexion Internet. Donc on a toutes des applications pédagogiques. Le logiciel permet, comme je vous le dis, avec de manière ludique, interactive, avec l'enfant et pédagogique, puisqu'on retrouve tous les programmes de base, les fondamentaux, français, mathématiques. C'est en quelque sorte Encarta, vous voyez. Voilà. Les enfants utilisent Encarta Junior qu'on installe dans des machines. L'enfant fait des recherches, par exemple en sciences, tu vois, tu fais des recherches et puis... Sans connexion, oui. En fait, ils sont connectés, donc c'est une solution qui permet de connecter 10 ordinateurs portables, donc en Wi-Fi. Ça fait que l'enseignant peut adapter chaque cours au quotidien. Si le cours du jour, c'est les mathématiques, ils font la partie théorique en classe, ensuite ils accèdent à la classe informatique. Et là, les enfants pratiquent. Donc en petits groupes, on les accompagne également aux enseignants à fonctionner en petits groupes parce qu'on n'a que 10 ordinateurs à fournir. On a choisi la solution laptop parce que pour l'économie d'énergie, puisque justement avec les problématiques des néos, des coupures, on s'est dit, bon, avec les laptops, avec une très bonne autonomie, ils ont la capacité d'utiliser les ordinateurs toute la semaine. Donc c'est un peu cette solution-là que j'ai choisie. Est-ce que cette solution-là est déjà vulgarisée au Cameroun? Non, pas du tout, parce que là nous sommes sur une phase pilote sur 5 écoles et nous avons choisi l'arrondissement d'Akono sur les 5 écoles. Donc nous avons on vient de terminer la 2e école. La première école choisie a été l'école publique Saint-Kizito d'Akono, à qui nous avons accompagné avec nos partenaires à l'association qui sont venus aussi de l'Europe pour venir appuyer l'accompagnement des enseignants à utiliser les ordinateurs et aussi à la formation à l'utilisation de ce logiciel partiellement, parce que là on n'a pas encore tout utilisé, mais on voit quand même que sur le terrain, les enseignants sont très contents, parce que là il y a la pratique, l'utilisation, ils utilisent la souris, le clavier, et ils naviguent, et ils peuvent faire des recherches avec un Wikipédia pédagogique intégré. Donc il y a quand même, c'est une solution vraiment à ce jour qui permettrait vraiment de vulgariser l'apprentissage au niveau des zones rurales. Après, la solution qui serait, bon, on sait que l'énergie n'arrive pas dans tous les villages. Donc à ce moment-là, il serait préférable d'intégrer l'eau solaire dans les écoles, même si ce n'est pas des installations super costauds. Oui, voilà. Donc on peut tout simplement mettre quelques plaques qui permettent d'alimenter les ordinateurs, pour tenir à la charge. Donc nous rencontrons des difficultés aujourd'hui parce que ce projet, nous souhaitons que les parties prenantes puissent apporter leur soutien et s'impliquent beaucoup plus. On ne peut pas juste venir faire et pas les impliquer parce que derrière ça, il faut un suivi. Et ce qu'on leur apporte, ce qu'on essaie de leur expliquer, c'est que on a choisi la solution de réhabilitation, tout simplement parce que beaucoup d'écoles sont trop délabrées. Et si on veut vraiment leur apporter une solution aussi à la digitalisation, on ne peut pas mettre des ordinateurs sous un toit qui fuit. C'est pas possible. Donc on les accompagne aussi à cette éducation. Mais pour cela, nous avons demandé à la mairie d'Akono d'accompagner ces écoles en mettant en place une solution qui permettrait que les écoles soient un peu plus autonomes avec l'agriculture, étant donné que nous sommes en zone rurale. Donc nous avons proposé que chaque école en zone rurale puisse disposer d'un champ agricole dans lequel
comment on les appelle, l'APE, pardon. L'APE accompagnerait les enfants et leurs enseignants à cultiver dans ce champ durant leur temps de travaux manuels et puis solliciter aussi les parents d'élèves à soutenir cette action de manière à ce que par la suite l'école ouvre un compte bancaire dans lequel ils peuvent mettre des recettes, des reventes de ce qu'ils auront produit à l'école. Par la même occasion, ça leur permet de pouvoir changer une ampoule si elle est grillée. Très bien. Donc voilà un peu notre projet. Merci. C'est ça, lorsque nous avons ce genre de programme, avoir vraiment des gens qui sont allés sur le terrain, c'est une proposition concrète. J'avoue qu'à mon niveau, je n'avais pas ça dans ma tête. Je me disais que tout est bloqué, tout est bloqué. Digitalisation dans l'espace rural au Cameroun. Samuel Bonjoc, mythe ou réalité? Non, de prime abord, c'est un mythe. Hein. C'est même une utopie. Une utopie, une chimère. C'est de la fumée, en fait, un fumage. C'est comment? Vous savez, quand on écoute la dame parler, vraiment, on se pose des questions si on est encore au même diapason. Parce qu'elle est assez avancée. C'est peut-être pas parce qu'elle vient de l'Europe. Mais j'ai écouté l'expert. Mais c'est à 1000 lieues de ce que nous avons comme réalité sur le terrain. Et ça démontre une seule chose, c'est que la volonté politique, en un mot, c'est-à-dire que quand on le dit souvent, les gens pensent que non, c'est la volonté politique. Parce que lorsque nous parlons comme ça, mais ceux qui ont 70 ans, 80 ans, 90 ans, mais ils ne comprennent rien de ce qu'on dit là. Mais c'est eux qui nous dirigent. Ils ne peuvent rien comprendre de ça. Vous allez venir expliquer à un père de 94 ans, 93 ans, 90 ans que mais moi, je vois la digitalisation, tout le monde n'est pas comme le grand-père de mais Samuel, je vois un père de 94 ans dans ce pays qui de manière très régulière communique à travers la digitalisation. Non, mais vraiment, c'est ça dans l'enfumage. Parfois ici. C'est ça l'enfumage. On ne peut pas se réduire à ces effets d'impression et tout. Non, en un mot, peut-être que les experts parlent, mais peut-être qu'ils n'ont pas la dynamique de dire les choses comme ça. Nous sommes des journalistes, hein, et on peut se le permettre de dire que c'est une seule chose qui bloque ce pays, la volonté politique. La volonté politique. Mais quand le gouvernement a lancé des programmes de construction des centres multimédia, à un moment donné, on a vu, on construisait partout à Yabassi, à grand coup publicitaire. Après, non, ce n'est plus ça. On construit maintenant les centres d'insertion des jeunes dans telle ville. Ça devient des budgets. On va construire des grosses maisons et tout, à des budgets qui sont parfois faramineux. Et c'est des copains et des coquins qui gagnent ces marchés. C'est ça qui les intéresse. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? On affecte même des gens là-bas qui sont là. J'ai eu des collègues, des camarades qui affectés là-bas. Ils te disent qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils vont faire quoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de chaises. Il faut qu'on passe des marchés publics pour qu'on doit apporter les chaises. C'est ça qui les intéresse en fait. On doit apporter des marchés publics pour gagner les chaises et tout. Et celui qui gagne les marchés pour les ordinateurs, il va prendre son argent, il vient vous livrer des trucs de 3e, 5e main. Il sait que ça ne va jamais fonctionner. Et quand vous avez des maires qui sont des fonctionnaires retraités, qui viennent gagner des municipalités parfois au forceps, parce que pilonnés par je sais qui, vous voulez qu'une volonté politique comme celle-là, elle peut impulser quoi? Qu'avant de parler de la zone rurale, venons d'abord dans la zone urbaine, il en a parlé. Mais on est dans un gros village, à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, mais on coupe le courant à tout bout de champ. Hein? Voilà, même en pleine visite papale, on coupe le truc. Et puis rien ne fait. Rien ne fait. C'est-à-dire que même les responsables, personne ne paye. Hein? On peut couper le courant comme ça en plein ballon d'or. On parlait de congrès, la première dame est assise, coupe le courant pendant 15 minutes. Et puis le lendemain, on continue comme si de rien n'était. Mais quand on est dans une société où l'impunité, le laisser aller, s'est installé, la volonté politique a foutu le camp. On va parler comme ça pendant 10 ans, 5 ans, 30 ans. Les mêmes gars seront là, ils vont continuer à faire comme ils ont toujours fait depuis 40 ans, depuis 50 ans. Et puis,
on dit bavarder, c'est qu'on bavarder là-bas à la télé. Non, il faut qu'on leur dise qu'à un moment donné, quand vous avez un certain âge, vous êtes dans une certaine civilisation, cette civilisation est dépassée. Allez voir les pays où les dirigeants ont les 40 ans, ont les 30 ans, ils ont grandi dans le numérique. Ils connaissent au moins ce que c'est qu'une application, ils connaissent ce que c'est qu'un réseau intégré, ils connaissent ce que c'est que... Attends, vous ne pouvez pas réfléchir les choses d'une génération comme celle-ci, qui est la vitesse, qui est l'éclair. Quand vous êtes encore... voyez seulement parfois ici, nous qui sommes des chefs d'entreprise, on vous dit, il y a un petit marché que vous avez gagné. Non, vous allez aller à l'ARMP, vous quittez ici, vous partez à l'ARMP pour faire un papier. Vous devez aller aux impôts, vous quittez ici, vous partez de l'autre côté pour faire... Vous avez au moins 4 à 5 jours pour constituer une paperasse, pour déposer un dossier. Parfois, une affaire, même de 900 000. Mais attendez, mais on ne peut pas penser à faire une digitalisation. Quand on passe, c'est des slogans, on fait des conférences, des séminaires, des colloques, pour parler de la digitalisation de l'administration. On se retrouve encore là en train d'avoir tout ce que nous avons acheté. Donc c'est pour dire que vraiment, on peut faire toutes les politiques que nous avons, que nous voyons là, mais la volonté politique, elle est détenue par le responsable central qui doit essayer d'impulser la dynamique. On voit l'IAI faire ce qu'elle fait là. Depuis combien d'années? Plus d'une trentaine d'années. Mais quel est l'impact sur le terrain? On dilue l'effort qui est fait par des institutions comme celle-là parce que on a tué la volonté politique. On installe des maires qui ont 60 ans, 70 ans, des retraités, qui n'ont plus rien à prouver, ils ont fait toute leur carrière, ils n'ont rien à apporter. Ils s'occupent des affaires des marchés publics. Ils s'occupent des marchés publics. Ils savent comment ils vont faire pour la route là, ça va, on va donner ça à tel. Les fournitures, on va donner à tel. Machin, et on ne peut donc pas développer un pays avec cette politique-là. Samuel Bonjour, c'est bien. Tu as réussi ton job ce matin, tu as signé avec quelques maires. C'est bien. Il y a Privat qui va absolument rebondir. Peut-être pour dire à Samuel que ne sois pas si sceptique. Bon, merci parfait, parce que tu vois vraiment, tu lis de loin. Bon, je veux dire, cette thématique, regardez très bien, de façon littérale. Vous verrez que moi c'est pour ça que j'ai préféré ne pas aller très loin, parce que le pan est déjà élargi, parce que si on va parler de politique, vous verrez qu'on ne va pas s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'ombre. Vous voyez qu'il y a plusieurs formations que IAI a pu faire dans des villages, dans des conditions tellement rudes. Mais quelles sont ces personnes-là qui essayent de voir comment ça se passe même? Qu'est-ce qui motive? Vous voyez, le jour où M. Samuel Jacob me dit que, M. Ntiam, bon, il y a 1 500 000 là. Est-ce que vous pouvez déployer, IAI peut déployer ses formateurs, le matériel, pour venir former chez moi? Vous voyez, il y a certaines personnes qui essayent de faire ça. Vous voyez, mais tout le monde ne peut le faire. Si le représentant régional vous a déjà offert des ordinateurs, vous a mis des formateurs à sa disposition, vous savez que beaucoup de ces formations sont gratuites. Je dis bien gratuites. C'est le représentant parfois qui met la main dans la poche. Qui met la main dans sa poche. On en demande. On a besoin des personnes pour le faire. Vous voyez, si on vous donne un ordinateur, c'est toujours à moi de vous acheter l'onduleur. Non. C'est à moi de venir acheter le carburant. Donc, moi, je pense que c'est un moment où il faut faire un appel pour savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans des difficultés. IAI Cameroun a plus de 30 centres. Et généralement, lorsque le représentant tient une réunion, c'est avec tous ces centres. C'est avec tous ces centres. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont, je dis bien, répandus dans des villages aussi. Oui. On fait des appels, on fait l'appel vidéo parfois avec certains apprenants qui doivent être, s'il y a une thématique à développer, on le fait. Donc du coup, c'est déjà là, c'est pour ça que nous avons parlé d'une digitalisation embryonnaire. Il faut les équipements. On ne peut pas parler de digitalisation s'il n'y a pas ces équipements. S'il n'y a pas de numérique, digitalisation commence sans numérique. S'il n'y a pas d'électricité, je vais pouvoir joindre mon chef de centre comment? Il sera peut-être en train de courir pour aller monter sur telle ou telle montagne.
On n'a pas d'équipement. Ce sont des équipements qu'il faut. Si on a des équipements, il faut en ajouter. Pourtant, Parfois, le câble sous-marin est arrivé ici en train de pont. Voyons, il peut avoir le représentant par rapport à une formation dans son village. Parfois, le représentant, il demande, vous avez des ordinateurs? Vous avez. Parfois, lorsqu'il n'y a rien, ça devient difficile pour le représentant d'apporter. Sauf que beaucoup le font pour des raisons politiques. Parce qu'ils veulent devenir maire, député. Ils enfument la population en disant qu'ils ont fait venir des formateurs dans les villages. C'est une autre langue. Oui, mais il faut aussi comprendre ça parce que... Merci. Avant d'avoir les nouveaux efforts là pour le décor. Alors, Alain, donc, plusieurs choses ont été dites. Il y a la dame qui, ma foi, apporte une solution. Je ne sais pas si vous avez bien suivi la dame sur le plateau. Avec la solution de la dame, je me dis que c'est déjà une avancée au niveau de la digitalisation dans l'espace rural. Bien, je pense que lorsqu'on est face à des difficultés, il faut trouver une ingénierie qui permet un contournement. Tout à fait. Mais on ne va pas établir l'économie du contournement des difficultés comme étant la norme, l'axiologie. Nous sommes à une période de l'histoire humaine où on parle de la 4e révolution industrielle. Ils vont passer, c'est déjà le cas, sous d'autres cieux, ils vont faire la transition de la technologie Internet de 5e génération à la 6e génération qu'ils appellent 6G. Et cette transition va se marquer par la transition de même de l'Internet des objets à l'Internet sur l'homme. Ça pose un problème de philosophie du développement, d'éthique du développement, parce que je tiens à vous dire que notre retard va sauver beaucoup de vies. Pas pour encourager ce qui est en train de se passer, mais je dis que sur le plan éthique, ça pose problème. Quand on sait que les ondes électromagnétiques ont un impact désastreux sur le monde du vivant. Je ferme la parenthèse, je reviens sur le sujet. Ce sujet pose un problème d'asymétrie du développement. Nous sommes dans une problématique d'économie du développement. Remarquez, plus de 54,4% de toutes les PME, et vous savez que près de 90% des PME du système productif camerounais est porté par les PME. On vous dit donc que près de 57,4% de toutes les PME camerounaises sont concentrées à Yaoundé et Douala. Ça veut dire que, puisque l'économie numérique c'est le tertiaire, les amis, c'est la même tendance, l'essentiel aussi de l'architecture de production est concentré dans ces deux principales métropoles. Mais les amis, il y a une asymétrie du développement. Le développement est concentré dans ces deux principales mégalopoles. Le reste du pays est jeté à l'abandon. Or, pour développer la digitalisation, il faut déjà une architecture de production et d'implémentation de cette digitalisation. Et elle doit être en adéquation avec vos capacités énergétiques. Or, on est encore en train de balbutier. Les gens sont restés là sur la problématique des carburants, l'énergie thermique. Ils en sont même, ils ont même beauté maintenant, parce que est-ce qu'on doit encore être au niveau où on parle de l'hydroélectrique partout, bien que nous ayons une belle, je veux dire, une belle irrigation en termes de présence de fleuves, de cours d'eau et tout ça. Non! Ils en sont pour, ils vous disent qu'on doit connecter le sud, c'est-à-dire comme pôle de production, comme l'homme panga au sud. Oui, voilà alimenter. Nachiga doit alimenter le nord. Faut être sérieux, les amis. Et vous pensez que c'est avec ça que la digitalisation pourra se faire jusqu'à dans l'arrière-pays? C'est ça dans la volonté politique. Déjà que toutes ces technologies fonctionnent donc avec l'énergie. On vous dit que tout est énergie. C'est pour ça que je suis souvent... En fait, vous restez, vous écoutez même certains débats, vous êtes scandalisés. Vous écoutez même la prospective économique de certains de nos politiques, vous êtes scandalisés. Vous comprenez que non, la nuit va perdurer encore longtemps ici. Si c'est comme ça qu'on réfléchit. Oui. Tout est énergie, mais ils sont toujours focalisés sur l'hydroélectrique et sur le thermique. Comment c'est possible? Parce qu'on est pas comment c'est budgétivore? On peut produire tout est énergie. Et ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas entendu parler des travaux de Tesla sur l'énergie libre, qu'on pouvait produire l'énergie même à partir des ondes électromagnétiques, airtime, que justement les technologies en question utilisent.
Et vous allez voir que on ne fait que nous maintenir dans la nuit. Parce que l'enjeu, ce n'est pas le développement en réalité. À 90 ans, est-ce qu'on peut comprendre ça, Alain Ndou? On ne peut pas À 70 ans, est-ce qu'on peut comprendre ça? Finalement, Non, mais attendez, quand le conseil de 90 ans a 75 ans, vous voulez qu'il conseille comment celui qui a 90 ans? il ne travaille pas seul. Non, Il y a des gens... Non, ils ont Mais tué on fait quoi? Mais on fait quoi? Il a parlé tout le temps. Non, on peut le dire, ils ont tué la jeunesse. Voilà, va pas mourir. L'IAI aujourd'hui a formé combien de jeunes? Là, vous allez dans les mairies ou dans les communes. Combien sont recrutés dans les communes pour travailler? On va chercher un cousin creuseur de rang pour venir. Tu penses que nos gens ne sont Les pas... Cameroun forment a priori des créateurs d'emplois. Oui, on est d'accord, mais ils vont créer l'emploi quand on est dans un environnement où même le GICAM n'arrive pas. La formation, Le GICAM il y a n'arrive pas à s'en les policiers qui sortir. ont à jouer, il y a les opérateurs qui ont à jouer. Chacun d'accord. Même pas chuter. Vous voyez donc, Voilà, allons localement d'abord. Alain Ndou, tu vas certainement chuter prochainement. On me signale, il y a un téléspectateur du Canada. je suis pas tombé dans le cœur du Attends d'abord, Alain Ndou. Il y a un téléspectateur du Canada qui nous informe qu'il y a un souci avec le micro de Private. Au niveau de la technique, j'espère. Essayez de nous rassurer. Si le micro de Private passe normalement, parce que Private ne cesse de dire des choses très intéressantes là. Alors, essayons de lire les messages. Pas non plus de messages comme d'habitude. Je prends donc celui-ci. Alors, que dit ce téléspectateur? Je pars au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour, mais le message est long. Bonjour, parfait ici, le coucouement de la fibre optique. Et bonjour au plateau d'Espace Miné. Votre affaire de fibre optique là a failli créer un problème au Cameroun. Donc faites attention. La digitalisation rurale au Cameroun, mythe ou une réalité? Moi je dis que c'est un conte des fées magnifique que l'on raconte à nos grands-parents à la lueur d'une lampe tempête. On nous promet le cloud, les nuages numériques, mais au village, le seul nuage qu'on connaît, c'est celui qui amène la grosse pluie et fait disparaître le réseau pendant 3 jours. Avant de vouloir surfer sur l'autoroute de l'information, s'il vous plaît, bitumez d'abord la route en terre pour arriver chez nous. Chercher le réseau aujourd'hui, c'est une chorégraphie mystique. Il faut grimper sur le manguier, lever le bras au ciel et invoquer les ancêtres. Ton bonjour WhatsApp envoyé le lundi arrive chez ton oncle le mercredi, complètement essoufflé par la marche en brousse. Quant au fameux drone pour surveiller les champs, le grand-père va descendre cet engin au lance-pierre, persuadé que c'est le hibou sorcier du voisin jaloux. Finalement, le seul vrai miracle technologique, c'est le mobile money. Le téléphone n'arrive même pas à ouvrir une simple photo, mais quand on t'envoie l'argent de la tontine depuis Yaoundé, alléluia. La forêt s'écarte et le SMS de dépôt frappe à la vitesse de l'éclair. L'argent a un réseau que la technologie elle-même ignore. Bref, parfait. Notre digitalisation rurale, c'est comme vouloir brancher un écran plat, dernier cri sur un feu de bois. L'intention est belle, mais l'énergie n'y est pas. Roger. Très satirique, Belle peinture, il a résumé belle peinture la problématique. Vous êtes de l'association des sceptiques. Parfait. Non, de la révolution. Aujourd'hui, il y aurait une belle percée, une belle propension de la pénétration de la digitalisation si on avait résolu les problèmes de développement les plus basiques du monde rural. Pénétration de l'infrastructure routière, pénétration de l'infrastructure électrique. Or, les gens passent le temps ici, ils veulent envoyer quand ils volent l'argent, ils veulent envoyer leurs enfants dans les grandes écoles pour qu'ils viennent acheter les dernières sorties de voitures. Or, ils pouvaient être des grands magnats qui, avec la pénétration du développement dans les zones rurales, allaient créer des grands pôles de production. Développer leur propre village quand ils volent l'argent. Les Dangote et tout ça. Pourquoi on ne pourrait pas avoir leurs enfants qui deviennent donc des Dangote? Pourquoi seulement rechercher à chaque fois le commandement, machin truc? Or, le pays est en friche. Il ne le développe pas. C'est incroyable. Alors, on continue à lire quelques contributions de nos téléspectateurs. À vous, monsieur Parfait, ici, digital nomade de la digitalisation.
Je dis bonjour. Je passe particulièrement mes salutations à la dame sur le plateau qui innove au sein de l'école catholique Saint-Kizito d'Akono. J'y ai fait mes classes. En réalité, les zones rurales au Cameroun ne sont pas prêtes à sacraliser ce phénomène révolutionnaire de la communication. Car, à la suite de votre expert en informatique sur le plateau, on ne peut rien numériser sans réseau Internet fluide. Le MINESEC étouffe les élèves depuis un bon moment avec ses cours dispensés par l'application Zoom le samedi, le dimanche et j'en passe. A-t-il pensé aux élèves du village? Luc Beyegue, le paysan dans l'âme depuis Kribi. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto, avec ton panel. Perfecto, ce monsieur doit comprendre qu'il y a... non, vraiment, nous ne parlons plus de la dénonciation. Hein. Nous parlons de la digitalisation, voir comment nos villages peuvent être connectés ou bien interconnectés. C'est également bien. Alors, je reviens sur le plateau avec Ibrahim Maxime Julien. Ibrahim Maxime Julien, que faut-il faire pour que nos villages, peut-être ne fût-ce qu'à 50% ou à 60%, commencent quand même aussi à goûter à la saveur du miel émanant de la digitalisation? Ok, merci pour cette question. Que faut-il faire? Je crois qu'il faut commencer par résoudre le problème de l'énergie. D'entrée de jeu, il faut d'abord résoudre le problème de l'énergie. Et si on estime que c'est budgétivore de pouvoir apporter les fils et les câbles jusque là-bas, vraiment les solutions solaires sont disponibles. Du moins pour les écoles, les hôpitaux et les centres de formation, qu'on y met du solaire dans toute l'économie. Au niveau des structures, voilà, à la base, dans nos villages. Stratégiquement. On commencer par énumérer, hein. Les écoles, les centres multifonctionnels, les centres de sécurité et aussi les marchés. Les marchés. Ben ça, moi, de lampadaires solaires déjà. Moi, je suis un entrepreneur, donc les marchés, c'est des zones qui m'intéressent parce que l'économie s'y déroule. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est que justement, il faut prendre d'abord des points pilotes. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de commencer par tout le Cameroun. Hein. On peut prendre 30 zones pilotes. On va dans les chefs de département et on commence par installer ça. De telle sorte que l'enfant qui était obligé de quitter parce qu'il est trop intéressé par l'informatique de Tokombéré pour arriver ici à Yaoundé, qu'il ne se déplace pas autant pour le faire. Une fois qu'on a mis ces centres-là, ces postes-là, où on peut retrouver des ordinateurs, on peut retrouver le minimum d'infrastructures, et il faut maintenant renforcer les capacités de ceux qui vont les diriger. Tout à fait. En modelant leur esprit pour qu'ils créent de l'économie à partir de leur savoir-faire. Et pas exclusivement le fait que je vais venir saisir un truc ou imprimer un document. Mais ils doivent pouvoir créer de l'économie avec ce qu'ils vont pouvoir gagner. La troisième chose qu'il faut faire pour donner de la vitalité aux communes, c'est qu'il faudrait créer des marketplaces, c'est-à-dire une place de marché, mais une place de marché qui n'a pas de connexion ou de logistique de distribution, c'est une vitrine qui a des portes fermées. Donc, on met des marchés, on fait un recensement, par exemple, de tous les producteurs en différentes denrées qu'il y a dans les villages. On crée une plateforme où celui qui est en ville peut au moins être informé du fait que voilà le prix du cacao, voilà le prix du maïs, voilà le prix du manioc à l'heure actuelle, et tel camion, tel tonnage se transporte à hauteur de temps. S'il a au moins cette information et cette possibilité et qu'il juge nécessaire à un moment que c'est beaucoup plus viable économique pour lui que d'aller prendre au village, que de chercher à importer du riz qu'on a pris le plastique et on est venu commercialiser aux gens aussi. Je pense que le village va commencer à récupérer une certaine énergie. Et il faudrait donc qu'il crée justement ces plateformes-là, où parfois ici, selon moi, on doit connaître tous les producteurs de tous les villages aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une plateforme qui renseigne là-dessus? Maintenant, même quand ils ont mis le marché là, on a regroupé un jour, parce que je sais que dans certains villages, il y a les jours de marché, parfois ici c'est mercredi, là-bas c'est jeudi, ici c'est vendredi. Est-ce que réellement on s'est arrangé en sorte que, sur le plan de la logistique de distribution, la logistique de déplacement, ces marchandises-là puissent quitter du village pour arriver en ville, ou alors qu'un investisseur, un commerçant puisse être en mesure de les transporter. Et donc, si on fait tout ça là, moi je suis entrepreneur, je regarde d'abord le plan économique. Si on fait tout ça et qu'il n'y a pas le mécanisme ou des moyens pour transporter la production locale, eh ben, on est véritablement pas en train d'aider le pays à se développer. Donc moi j'estime que des initiatives comme celle de l'IAI, des initiatives comme celle de Madame Marie, doivent être des initiatives où on collecte tous les acteurs qui font déjà quelque chose. Je ne suis pas pessimiste, je ne crois pas que vraiment ça va jamais arriver. Je ne nie pas les faits, mais je dis qu'il y a des acteurs qui se mettent en mouvement, il y a des acteurs qui font les choses et qui méritent qu'on leur accorde du temps et un peu d'énergie.
Et si on se rend compte que même les maires ont besoin de renforcement des capacités, qu'on renforce également leurs capacités sur la question. Merci Brahim, hein, qui n'est pas dans ce pessimisme bizarre et béat. Alors, je repasse la parole à Marie-Claire Viricel. Alors, avec autant de difficultés, ma question est simple. Hein. Pourquoi vous vous entêtez à entrer dans cette affaire? Parce qu'on vous dit qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais vous voulez quand même investir dans ce domaine-là. C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qui vous anime? Ce qui m'anime, c'est juste... moi, j'ai des cousins qui sont ici. J'ai de la famille. J'ai envie qu'ils évoluent. Et moi, je ne peux pas rester les bras croisés et juste entendre que c'est pas possible parce que l'énergie... Oui, le langage de ne c'est pas possible. Oui, voilà, c'est pas possible, on ne peut pas... Vous commencez à vous éloigner de ce langage. On va faire comment? C'est pas possible. Moi, ce langage-là... Les gens de 90 ans ne connaissent pas le numérique. Voilà. Ils ont les conseils des gens de 75 ans. Les ordinateurs ne servent pas à grand-chose. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, il y a besoin d'aider ces enfants à être aussi dans les meilleures conditions. Ils n'ont pas tous la chance d'avoir les parents qui peuvent les envoyer en Europe ou aller fréquenter dans les grandes villes ou dans les grandes écoles. Mais si on peut leur permettre d'accéder à l'informatique par ne serait-ce que avoir des cours dès la CIL, 2 heures par jour, je pense que la solution que nous proposons pourra réellement les aider. Et je me dis, c'est vrai qu'on n'est pas très compris sur le terrain, parce qu'on me demande, mais pourquoi tu viens faire ça? Ah bon? Ça t'apporte quoi? Ah, et on oui, vous demande, ça vous apporte quoi? Ça m'apporte quoi? Qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que je cherche une place dans la mairie? Vous voyez là où le cerveau on va revenir toujours à ça. Non, ça va aller, bon Dieu, continuez, Marie. J'ai pas le temps à répondre à ce type de questions parce que ce qui m'intéresse... On commence à vous soupçonner, oui, comme si vous voulez prendre la mairie. J'ai un projet, donc moi je suis dans ma phase pilote de ce projet avec 5 écoles primaires. Nous avons fait 5 ISITO. Des enfants ont déjà pris l'outil informatique en main. Nous en avons déterminé l'école publique de Mezali. Les enfants, on a aménagé aussi la classe informatique de la même manière avec un espace bibliothèque, à intégrer le logiciel que nous avons présenté. Et ça donne? On vient de terminer la semaine dernière. On a présenté notre logiciel à l'éducation de base, au ministère de l'éducation de base, qui ont apprécié. Donc on attend, on a interpellé le ministre. Le ministère de l'éducation de base. Le ministre valide ce point. Vous avez interpellé le ministre? Bien sûr. Ah d'accord. Donc nous attendons la suite. Mais ce que nous voulons, c'est que cette phase de pilote se termine. Il nous reste 3 écoles. Mais nous avons besoin de l'implication de la commune, des élites, parce que ce sont leurs écoles. Et c'est eux qui auront un meilleur suivi derrière, même si nous sommes là pour les accompagner. Parce que le suivi les élites est très vont important. poser les questions villageoises que vous posiez tout à l'heure. Hein. Oui, mais... La dame là, qu'est-ce qu'elle veut? La dame, il y a une série de questions chez nos villages. Que veut la dame? Deuxième question, qui est derrière la dame? Voilà. Troisième question, c'est qui cette dame? Oui. Quatrième question, qui est son mari? Cinquième question, qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Qu'est-ce qu'elle fait en Europe? Voilà. Des questions qui ne nous donnent rien. On va mettre des influenceurs derrière vous. Sans réponse. Bientôt, on va commencer à vous insulter sur les réseaux sociaux. Hein. Voilà. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Ah, vous avez le cardio? Non, je reste focus sur ce que... Rien ne va vous détourner. Non, moi, je n'ai pas... Vous restez focus. Voilà. C'est le résultat qui compte. Et la satisfaction de voir que on a réussi à passer l'étape où on fait l'informatique uniquement dans le livre. Et que les enfants utilisent la souris, le clavier. Les enfants des villages. Les enfants des villages, et la vie change pour eux parce qu'on a vraiment la solution, elle est complète et on a besoin d'aller plus vite parce que c'est une solution qui peut permettre d'aller très très vite sur le terrain parce que même la réhabilitation des établissements scolaires réduit les coûts. Et on peut aménager, réhabiliter que construire. Oui. Ça, construire revient plus cher. Construire une salle de classe revient plus cher que aménager 9 salles de classe. Il faut faire construire, c'est les marchés publics. Donc, c'est une solution pour nous et je pense qu'elle est efficace. Très bien.
Private, je ne vais pas m'éloigner de cette question. Cette question, je peux également adresser cette question à l'IAI. L'IAI qui se bat depuis une vingtaine d'années avec la contribution incroyable des représentants résidents à former des Camerounais et des Camerounaises à l'outil informatique. Que gagne l'IAI? Alors, pour commencer, merci Parfait une fois de plus de revenir sur l'IAI Cameroun. Alors, IAI Cameroun est parti du CRADAC, c'est-à-dire dans un studio, Ouais. où le représentant, vous l'avez déjà interviewé plusieurs fois Tout à fait. là-dessus. Donc, ça n'a jamais été facile. Le représentant avait pour seul et unique objectif de partir du Gabon et venir travailler au Cameroun. C'est comme Madame tout à l'heure. Elle est partie de quelque part. Elle a une idée qu'elle souhaite implémenter. Alors, il y a de cela quelques années, le Cameroun, ici au Cameroun, on ne parlait pas d'informatique tous les jours. C'est vrai. Je pense qu'il y a déjà eu une certaine avancée. Donc, du coup, même c'était... On connaît même le projet MUGEF. Voilà, MUGEF 2035. Voilà, il était question de former à l'horizon 2035 100 000 femmes. 1 million de femmes. Ah, 1 million. Il y a le projet 100 000 femmes. Oui. Voilà. Donc, du coup, ils sont partis de là. Le projet a été exécuté à plus de 100%. Il me semble que vous avez même dépassé les 100 000 femmes. Oui, ça a été dépassé. C'est un projet déjà voilà, Dépassé. dépassé. Et puis, la première dame, Madame Chantal Biya, a tellement apprécié. Et elle a demandé au représentant de voir si on ne peut pas, si le représentant il ne peut pas aller un peu plus loin. 100 000 femmes. On a ajouté, le représentant est parti de là pour 1 million de jeunes enfants formés à l'horizon 2035 à l'outil informatique. Et aujourd'hui, on a déjà dépassé 900 000. Voilà. Donc, formidable. Nous serons à 1 million. Pourtant, on n'est pas encore... Donc il y a de l'espoir au Cameroun, monsieur Bonjour. Oui, oui, il y en a, mais... Même ce terme, il n'est pas tiré ex nihilo. Pourquoi? Parce que si on parle déjà de digitalisation, c'est parce qu'il y a déjà des efforts qui sont fournis. Quelque part, il faut reconnaître qu'il y a des efforts qui sont déjà faits. Beaucoup le reconnaissent déjà parce que c'est parfait. Ici, Mais à chaque fois inviter le représentant, ici, jusqu'à aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, c'est parce qu'en réalité, ça parle. Et vous allez arriver dans tous les ministères au Cameroun, vous allez trouver un ancien IAI. Et puis, vous arrivez en Europe, en France, dernièrement, il y a eu une association, autant pour moi, d'anciens étudiants qui sont en train de créer des plateformes numériques là-bas, en France. Donc, ça se fait un peu de partout. Au Cameroun, c'est énorme. On a beaucoup de jeunes ingénieurs, mais ça... qu'est-ce qu'il faut? Parce que ces enfants ont toujours des besoins. Vous voyez, quand vous partez sur un projet, il y a ce qu'on appelle l'état de besoin. On a un état de besoin. Si, par exemple, il faut créer un parc informatique, ici à Info Télévision, il faut l'énergie, il faut l'énergie électrique, il faut le matériel. On peut vous donner un ordinateur, mais il va falloir l'onduleur. Vous avez l'ordinateur, il va falloir encore la connexion Internet. Voilà. Et puis, il va falloir un suivi. Voilà. Il va falloir un suivi. Donc, lorsqu'on vous dit, bon, voilà ce qu'il y a déjà, il va falloir... Donc, même ces entrepreneurs, anciens étudiants de IAI diplômés, ont déjà des recherches, ils ont des applications qu'ils ont montées, mais parfois il faut un suivi. Vous voyez, ce n'est pas chaque enfant qui peut facilement aller rencontrer le ministre de l'Éducation de base pour voir si on peut implémenter son application qui a été montée. Donc du coup, vous voyez qu'on a toujours ces besoins et IAI se fait déjà ressentir et le représentant, pour lui, c'est déjà une satisfaction. Le représentant n'arrive pas dans un ministère aujourd'hui sans que on ne vient lui dire monsieur, c'est moi tel, j'étais de la promotion 2006 à 2000, ainsi de suite, c'est partout. Et il y a des moments où le représentant ne peut pas être à telle invitation de son ancien étudiant en France qui est en train de présenter une nouvelle application et être au Cameroun en train de remettre des attestations. Il remet des attestations ici à Yaoundé à 8 heures et le même jour à Garoua,
il fait également une remise d'attestation. Donc je pense que l'écho est déjà là. Il y a déjà eu une certaine satisfaction du représentant. Et donc, le message, en quelque sorte. Vous avez brillamment répondu à la question ce que gagne l'IA Cameroun. On a compris ce que gagne l'IA Cameroun, c'est ces produits à travers le monde qui sont là en train d'aider également ce monde-là. Je passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, qu'on le veuille ou pas, on continuera quand même à se poser une autre préoccupation. Pourquoi avons-nous l'impression que l'ordre gouvernant n'est pas suffisamment actif pour booster le domaine de la digitalisation de manière générale et maintenant au niveau rural de manière particulière? Mais écoutez, si l'enjeu du pouvoir chez certains, c'est d'être là pour se servir et non servir, ça se manifeste dans les résultats. C'est très évident. C'est très évident. Bien, maintenant, moi, je vais chercher à résoudre le problème. Qu'est-ce qu'il faut pour résoudre ce problème? Vous voyez donc qu'il faut déjà changer le mindset. Puisque ça dure, et on voit que dans le mindset, ça ne bouge pas, il faut changer le logiciel. Changer le logiciel veut dire changer tout le monde là. C'est clair. Il faut une nouvelle, un nouveau logiciel, une nouvelle architecture même de la gouvernance. Regardez, Yaoundé Douala, c'est plus de 70% de contribution au PIB. Asymétrie de production, asymétrie de développement technologique. Il faut revenir à une symétrie entre ces pôles-là et le reste du pays, à la périphérie. Donc il faut un mouvement centrifuge du développement. Alors qu'est-ce qu'il faut? Pour ça déjà, je vois là, quand vous proposez des solutions, au niveau de l'énergie, si on ne résout pas le problème, on ne va pas bouger. Hein. Donc il faut déjà bien financer et bien gouverner le secteur de la recherche et du développement au niveau des universités. On ne développe pas un pays sans financer fortement la recherche et le développement. Vous allez aller où? C'est la gouvernance qui fait tout ça. C'est la gouvernance, justement. Il faut changer cette gouvernance sectorielle. Il faut donc changer la gouvernance tout court. Vous pensez qu'ils vont mourir en dit tout comme ça et puis ils vont changer? Proposez des solutions qui sont réalistes. En fait, ils vont mourir un instant comme ça. On va voir ça bien. Donc ils vont pas disparaître. Proposez des équilibres. Il faut donc des solutions énergétiques que nos chercheurs vont trouver qui sont en adéquation avec l'état des lieux. Ouais. Arrêtons avec des choses que nous faisons qui ne marchent pas. On voit comment ça ne marche pas, mais on est tellement buté à toujours vouloir faire la même chose qui ne marche pas. C'est pas possible. Je vais être clair, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas d'espoir. Merci beaucoup. Mais j'ai dit l'espoir réside au rajeunissement de la classe gouvernante de ce pays qui va révolutionner le mindset et qui va mettre une nouvelle dynamique, des nouvelles impulsions numériques, digitales pour faire développer le Cameroun. Car tout ce que nous faisons là, ça a échoué. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de dames comme celle-ci sont venues au Cameroun, elles se sont butées, elles ont fui. C'est la raison pour laquelle les organisations... Je chuterai également en vous disant que... Je chuterai également en vous disant que nous avons fait venir Ségolène Royal au Cameroun 3 fois pour des projets pareils avec son organisation DIA Planète. C'était toujours Madame le ministre Célestine Ketchakotel avec le réseau international des femmes et princesses. C'est pour dire qu'il y a des initiatives qui sont faites. Et si on ne continue pas à bouger les lignes, on va rester là et on n'aura pas de Est-ce que nous pouvons garder espoir que vous n'allez pas fuir comme certains qui sont venus de l'Europe, Camerounais, Camerounaises, mais ont été butés à plusieurs obstacles au Cameroun. Ils ont pris la poudre d'escampette en disant ce pays, vraiment, il ne sera jamais développé. Non, je ne prendrai pas la fuite. J'irai taper à toutes les portes qu'il faut pour qu'on avance là-dessus. C'est très important et nous ne devons pas attendre. Nous ne devons pas attendre la solution énergétique qui est aujourd'hui un peu plus compliquée. Mais il y a d'autres solutions qui existent comme le solaire où on peut très facilement mettre quelques plaques dans les écoles si la volonté elle y est. Et moi, j'irai chercher des personnes volontaires qui pourront nous accompagner, solliciter toutes les personnes qui peuvent nous aider. On ne va pas rester avec les intranets. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin en nous disant tout n'est pas perdu. Gardons espoir pour que nos enfants qui sont également en zone rurale puissent également goûter à cet aspect de la digitalisation qui, faut-il le rappeler, est maintenant
fondamentale dans tous les États du monde. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?